Hey, salut gang! Bienvenue à mon podcast. Cette semaine, on reçoit au podcast Karine Pelofi, qui est une avocate spécialiste en droit de l'environnement. En fait, c'est ça, j'ai essayé de trouver quelqu'un pour parler d'environnement. Je trouve que c'est le sujet en ce moment, le sujet le plus important. Puis je me suis posé la question, qui j'invite? Puis il y a des gens qu'on voit souvent dans les médias. Puis ça, j'ai essayé de trouver quelqu'un qui serait intéressant, qui serait informé. Puis ça. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, une poursuite contre le gouvernement pour respecter les droits à un environnement sain au Canada. En tout cas, bref, là, je l'explique tout croche, là, mais ça va être sa job à elle de l'expliquer comme faut. Elle a été impliquée dans le dossier, connaît le dossier, va nous en parler beaucoup. On va parler d'environnement en général. C'est une fille qui connaît ça, qui est informée là-dedans. Donc, c'est vraiment une fille brillante, très qualifiée. Vous allez en apprendre beaucoup et je pense que c'est un podcast qui est inspirant, c'est un épisode qui est inspirant. En tout cas pour moi, ça me donne espoir, ça va peut-être vous mettre un petit peu de positif dans votre journée par rapport à l'environnement. Des fois, je sais que c'est un peu déprimant. Bref, vraiment un épisode que je suis content d'avoir fait. Et je vais plugger mon Patreon comme d'habitude. C'est important de vous abonner au Patreon si vous trouvez que c'est un podcast qui est pertinent, qui est important puis qui est utile. Encouragez ça. Sinon, ma tournée du cœur au ventre, on continue encore une fois pendant toute l'année. On est un petit peu partout au Québec. Allez voir ça. Si vous voulez un rabais sur les billets, on a fait un jeu vidéo avec Alexandre Forêt et Carl Bolduc, un jeu vidéo qui donne accès à 20%, un code promo pour 20% de rabais sur les billets. Un peu partout. En fait, les spectacles participants, les diffuseurs participants. Fait qu'allez faire ça, c'est vraiment drôle comme jeu vidéo. On a eu bien du fun à faire ça. C'est vraiment... c'est assez comique, c'est assez baveux, mais bon, c'est dans ma nature. Et en attendant, on s'en va écouter Karine Pelofi. Let's go! Hey, Karine Pelofi, bienvenue à mon podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, t'es avocate. Maintenant, en fait, tu me disais avant, t'es consultante plus autonome, c'est ça? Oui, là, je suis avocate à mon nom depuis un peu moins qu'un an. Puis avant, j'étais la directrice du Centre québécois du droit de l'environnement de 2014 à 2018. Ouais, OK. Puis, en fait, toi, t'as une maîtrise là-dedans, là, ce que j'ai pu comprendre. Oui. Qui est un nom comme épouvantablement long, maîtrise multidisciplinaire sur la gestion environnementale selon des perspectives scientifiques, économiques, légales et politiques d'Oxford. Oui. C'est quand même bien. Oui, Ouais. ça sonne super bien sur Ça papier. sonne bien, en esti. C'est mieux que moi, je te dirais. Là. Moi, j'ai une attestation collégiale de l'école de l'humour. Là. Ça vaut pas grand-chose. Ben, si ça peut te rassurer, j'ai fait ma thèse de maîtrise sur comment utiliser l'humour pour parler des changements climatiques. Ah, mon Dieu, c'est donc bien hot, ça. T'as fait une thèse là-dessus? Oui. Ah ouais, fait que t'as un intérêt pour l'humour, finalement. Vraiment, oui. Ah ouais? OK. Depuis quand? En fait, je veux dire, dans ma famille, on rit beaucoup, là, puis c'est comme ça qu'on gère les difficultés, je pense. Fait que, justement, quand j'étais à Oxford, les premières 2 semaines de notre cours, ils appelaient ça un bootcamp sur les changements climatiques. Puis là, c'était tous les experts dans tous les domaines possibles qui venaient témoigner de ce qui allait arriver si on ne changeait pas notre façon de faire et ainsi de suite. C'était absolument terrorisant. Et ça a comme complètement, je dirais, changé ma vie parce qu'après ça, j'étais obsédée avec ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, c'est devenu clair que c'était vraiment une dynamique où on n'y arriverait pas si monsieur, madame, tout le monde n'était pas comme mobilisé et d'accord pour faire des gros changements. Et là, comment on communique ça? Qu'est-ce que monsieur, madame, tout le monde aime? C'est ça. La peur, ça marche pas. Non. L'humour, ça a des effets psychologiques beaucoup plus bénéfiques. Et donc, j'ai décidé de faire ma recherche là-dessus. OK. C'est quoi les conclusions de ta thèse? Est-ce que c'est efficace, finalement, ou... Parce que moi, je te dirais, comme de perspective d'un humoriste, là, j'ai pas l'impression que c'est si efficace que ça. L'humour, en fait, l'humour, ça met les gens à l'aise, peut-être. Mais en fait, non. Il y a un truc sur lequel ça peut être efficace, l'humour, c'est que quand tu donnes une opinion, puis ça fait en sorte que tout le monde rit en même temps, des fois, tu te sens moins seul. T'es comme, moi, je pense comme ça. OK, il y a du monde autour de moi qui pense comme ça. Ça peut libérer certaines opinions. Mais en général, je te dirais, les gens font plus rire, puis comme retourner chez eux, puis il n'y a pas grand-chose qui a changé.
Mais je veux pas, je veux pas être négatif non plus. Là, mais... J'avais pas des conclusions super tranchées d'un bord ou de l'autre. Je disais que ça offrait autant de potentiel que la communication sérieuse, mais peut-être des bénéfices comme, tu sais, ce que ça fait dans ton cerveau, c'est que ça ouvre à plus de possibilités, puis tout ça. Fait qu'on a besoin des gens qui ouvrent les possibilités dans leur cerveau. Là. On n'a pas besoin des gens qui se referment dans la peur. Fait que ça, c'était positif, mais je pense que ce que j'en ai gardé comme conclusion, c'était surtout... en fait, c'était Boucard Diouf qui m'avait fait la cloche de la biologie. Là, OK. Puis en gros, la conclusion, c'est que si t'arrives pas à rire d'un problème, t'es pas capable de le gérer parce que t'es trop pogné dedans. Mais si tu ris trop d'un problème, ben t'es pas capable de le gérer non plus parce que t'es en train de le nier en riant complètement. Mais qu'entre les deux, il y a comme une sorte d'humour puis une quantité d'humour qui pourrait être optimale pour régler un problème. OK, fait que c'est vraiment compliqué finalement. Là, c'est la mince ligne. Là. Ouais. T'as essayé l'humour ou... Oui, malheureusement. Malheureusement. Combien de fois? 2 fois. 2 fois? OK, ben genre dans des soirées d'humour ou au Québec, ici? Non, en anglais, en plus, en Angleterre. En anglais, OK. Dans le temps que tu étudiais à Oxford ou... Ben, dans le fond, j'ai été tellement convaincue par ma propre recherche que j'ai décidé de l'appliquer. Tes trucs, c'est facile, ça, c'est super. Let's go, all in. Ben, en fait, c'est que j'en parlais avec une amie qui est très comme, justement, qui a peur de rien, là, puis elle me dit « OK, ben ça t'intéresse, tu vas l'essayer. » Fait qu'en gros, elle m'a mis sur un programme. Elle avait organisé un événement, puis elle dit « Karine, t'es sur le programme, tu fais un show d'humour. » Puis je suis comme « Ah! » Puis c'était dans 1 mois, fait que j'ai fait une formation d'une fin de semaine avant. Puis pour ça, j'ai essayé cette affaire et c'était douloureux. T'as essayé une formation? D'une fin de semaine en humour. C'était quoi, genre un humoriste qui vous explique la base un peu de comment structurer des jokes? Oui, puis là, le dimanche soir, tu fais ton show sur la base de tes 2 jours de formation. C'est pas... Non, ça allait tellement être long avant que je devienne drôle qu'on avait comme pas le temps de sauver le monde. Fait que après ça, j'ai mobilisé des vrais humoristes en Angleterre pour faire des shows sur le climat puis l'environnement. Ah ouais? On en a fait 2, ça aussi, c'était beaucoup plus drôle. T'as organisé des shows, en fait? Oui. OK. Puis c'était qui, ces gens-là? Comment tu les as recrutés? Tu les as connus? Je suis rentrée en contact avec, je pense, un regroupement d'humoristes. J'en ai rencontré un qui était un homme fantastique, super cynique. Puis là, je l'ai même sur... C'est quoi son nom? Luke Wilson, je pense. OK. Luke, ouais. Ah, ça me dit de quoi quand même? Puis, Luke... En tout cas, j'ai des vidéos, je pourrais les ressortir. Puis lui, il disait, tu sais, il dit les humoristes, on est cyniques. T'arriveras jamais à convaincre aucun humoriste de faire quelque chose de bien ou tout ça. Puis c'est lui qui a animé les 2 shows que j'ai organisés. Là, okay. Fait que, on l'a ouais. Les humoristes, on est tous cyniques, mais je pense que notre cynisme part souvent d'un humanisme. Tu sais, c'est comme on aime tellement l'humanité qu'on est déçu que ça soit ça, finalement. Je pense que c'est ça. J'ai beaucoup d'empathie pour ça. Mais ouais. C'est comme ça que je nous décrirais. Mais en même temps, c'est ça. Mais c'est cool que tu aies fait ça en Angleterre parce que je trouve qu'il y a vraiment une belle scène humoristique progressiste. Tu sais, vraiment. Il y en a beaucoup là, qui ont une conscience sociale, puis tout ça, fait que... Ah, OK, cool. C'est cool de savoir que tu as un intérêt pour l'humour. Oui, mais c'est ça. Je suis ici parce que je suis avocate, c'est ça? Oui, on va en parler éventuellement, mais je trouvais ça intéressant que... Mais, ouais, fait que ça, toi... on en parlait avant, parlons-en en ondes, te pratiquer pour des gros cabinets. Oui, j'ai fait un gros cabinet, en commençant ma carrière. OK. Ouais. Est-ce que tu as aimé ça? Parce que c'est... Tu sais, comme j'ai l'impression que, en tout cas, je connais pas tes valeurs nécessairement, mais j'ai l'impression que le système de justice, ça peut peut-être rentrer en contradiction avec tes... Tu sais, c'est quand même un système qui bénéficie les gens qui ont beaucoup d'argent. Ça va être confrontant quand même. Oui, très. Puis même pour aller plus loin en arrière, moi, j'avais pas d'avocat dans ma famille quand j'ai décidé d'aller en droit, fait que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et moi, les avocats que je connaissais, c'était Fidel Castro, Nelson Mandela, puis Gandhi. OK, t'étais comme, ils sont nice, les avocats. Tu veux changer le monde, il faut que tu ailles faire du droit. Finalement, je me suis dit que probablement qu'eux se sentaient seuls à la fac de droit aussi, mais bon. Ouais, il y a beaucoup d'avocats dans les libéraux aussi, puis dans... Ouais, c'est... Ouais. Mais c'est ça, j'ai quand même décidé d'aller commencer là. Ben, il te paye très bien, puis c'est comme ça que j'ai pu aller à Oxford après, fait que OK, il paye tes études? Non, mais c'est juste, tu fais un très bon salaire. Okay, puis j'étais avocate quand j'avais 23 ans. Je vis dans un appart miteux, puis je dépensais pas. Je pensais qu'il payait carrément tes études pour te rapatrier après, comme avoir un droit, comme un... Ben, si je me rappelle bien, dans ce temps-là, puis c'était avant la crise économique là, qui a quand même changé les choses, ils payaient tes études de barreau, puis pendant le barreau. Ouais. OK. Et non,
c'est bien organisé comme patente. Ouais. Pour J'en te doute tapater, oui. Mais c'est ça, moi, j'y allais en me disant, parce que justement, dans mes études de droit, j'étais toujours déçue, parce que moi, je m'intéressais aux droits humains, à la nature, puis tout ça, puis la conclusion, c'était souvent, grosse compagnie veut faire autrement, et grosse compagnie fait ce qu'elle veut, tu sais. C'est sûr. Fait que j'avais eu un intérêt pour le droit corporatif, puis je m'étais dit, comment ces entités-là se gouvernent elles-mêmes? Y a-tu moyen de, je sais pas, de les contrôler avec leurs règles internes et tout ça? D'où l'intérêt d'aller dans un bureau de droit corporatif, en pensant que j'infiltrais l'ennemi puis tout ça. Ouais, cheval de Troie style. Exactement. Fait que, tu sais, je frôlais les murs au début puis ça. Puis finalement, je me suis rendu compte que tout le monde était gentil, puis il y avait personne de méchant, puis on avait peut-être pas les mêmes visions du monde. En fait, j'ai réalisé que plusieurs des gens qui sont dans ces bureaux-là, on n'a pas grand-chose de différent. Mais c'est juste la différence, je pense, entre moi et eux, qui ont souvent la même vision du monde que moi. C'est juste qu'ils pensent pas qu'on peut changer grand-chose. Ouais. Fait qu'ils se disent, tant qu'à ça, je vais me trouver une place confortable dans le système. C'est comme, je vais penser à moi, finalement, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, être investi de la mission de changer le monde, on dirait qu'on a l'impression que tout le monde a ça, mais non, la plupart des gens sont quand même, moi, je veux juste mener ma petite vie, puis faire mes petites affaires, puis je suis ton bord, mais là, vas-y, toi, parce que moi... Mais il y a tout un message qui est envoyé aux gens aussi pour les garder dans cette impuissance acquise-là. Oui. Mais je pense qu'on est en train de voir que ça change aussi. Là, le nombre fait que c'est quoi les causes que tu as fait dans ce grand cabinet? J'étais chanceuse parce que j'étais connue comme étant peut-être l'écolo du bureau. Là, fait qu'ils me demandaient souvent, avant de faire une cause, « Ça te dérange-tu, ça? » Puis si ça me dérangeait, j'avais le droit de dire non. Ouais. Non, c'était vraiment pas si pire. Mais la cause qu'on a faite, c'était... ils ont essayé de privatiser Bell Canada en 2006-2007. Ça, j'étais pas au courant de ça. 2007, OK. Ouais, ça fait un petit bout de temps. OK, mais c'est quoi? Ça partit de où, cette idée-là de privatiser Bell Canada? Le fonds de pension des professeurs de l'Ontario, qui était un grand actionnaire de la compagnie, qui trouvait qu'il faisait pas assez de rendement, puis tout ça. Fait qu'ils ont dit, nous, on veut la racheter, on veut la privatiser. Puis souvent, ce qui arrive après ça, c'est qu'ils font des grands changements dans la compagnie pour qu'elle devienne plus efficace. Ouais. Le monde perd leur job, en gros. Et fait que c'est ça, sauf que vu que c'est une transaction extrêmement complexe, avec une compagnie publique, ça valait 52 milliards de dollars. 52 milliards? Ouais. Holy shit! Ouais. Je suis même pas capable de... Tu sais, je suis impressionné, mais je sais même pas ce que ça veut dire. 52 milliards, finalement, là, bien y penser. J'ai aucun référent. Ça t'empêche de dormir quand tu prépares pour le lendemain. Tu fais 52 milliards en jeu, mais en tout cas... mais vous étiez combien là-dessus? Ah, on était une grosse équipe. J'imagine. Mais je dirais... Pas faire ça tout seul. Non. Mais c'était extrêmement intense, puis ça a été un peu, justement, la fin de ma carrière là-bas, mais tu sais, c'était tellement intense qu'ils nous amenaient de la bouffe pour le lunch et pour le souper pour qu'on n'ait même pas à se déplacer de notre ordinateur. Là. OK. Ouais, parce qu'on travaillait juste comme des machines. Puis, c'est ça. Une petite chaîne aux pieds, puis... Ouais. Mais ça crée ça force des liens d'amitié pour la vie, là, quand tu passes des heures comme ça dans une salle avec quelqu'un. Mais ouais. Fait que cette cause-là a été perdue? C'est encore drôle, puis en tout cas, puis pour moi, ça a été justement un gros symbole de, voyons, c'est n'importe quoi, ce système-là, parce que la cause était bien ficelée, tu sais, puis tout ça. Puis bon, on a gagné en cour supérieure, après ça, on a perdu en cour d'appel, après ça, on a gagné en cour suprême. Mais c'est une transaction, puis vu qu'il y a eu la crise financière qui avançait en même temps, la transaction ne rencontrait plus les tests comptables pour être approuvée. Fait que les avocats, on a gagné au bout du compte, mais vu que ça coûtait plus cher emprunter de l'argent sur le marché au moment où elle allait se faire, la transaction a tombé. Fait que tout ça a été pour rien. OK. My God. Ouais. Mais t'as dit les avocats, on a gagné. Les avocats gagnent tout le temps là-dedans. Ouais, c'est un peu pour ça que tout le monde nous aime. Ouais, c'est ça. Ouais. OK, fait que t'es sorti très déçu de tout ça, très, pas amer, mais comme désillusionné. Comme je suis rentrée désillusionnée, OK, ouais, t'es ressortie j'ai eu comme un t'es petit rentrée. pic quasiment d'espoir, puis je suis repartie. Ils ont failli t'avoir, finalement. Un peu. Je pense pas que je serais restée pour toujours, mais j'aurais peut-être été comme confortable un autre 2-3 ans avant d'avoir une crise existentielle solide. Là. Mm-hmm.
Mais j'en suis ressortie un peu, tant mieux en me disant, tu sais, parce que de l'extérieur, on voit ça, puis on dit, my God, ça doit être des gens d'une intelligence supérieure qui gèrent tout ce monde-là. Puis non, c'est du monde comme toi et moi, mais ils portent un plus beau suit, c'est tout. Ouais, ça, c'est une affaire qui est fascinante quand même, tu sais. Moi, je dévie de sujet un peu, mais tu sais, comme mettons, pendant la commission Charbonneau, là, tu sais, tous les gens qui nous ont fourrés, là, quelque part, là, tu sais, tu te dis comme, il faut vraiment être bright pour ça, puis là, tu tes voix, non, là, c'est vraiment c'est dum-dum. Tu sais, les gens en général sont du monde bien ordinaire, fait que, l'intelligence supérieure n'existe pas tant que ça. Oui, fait que ce qui fait que le bon côté des choses, puis je suis contente, j'ai été entraînée dans un très bon bureau qui m'a vraiment montré être une avocate extrêmement rigoureuse dans la façon que j'amène les choses, fait que c'est cool, pour ça je peux réutiliser ces talents-là pour faire quelque chose de mieux. Oui, c'est une super formation. Puis c'est aussi que maintenant, quand je vois justement une équipe comme ça qui arrive de l'autre côté, je suis comme, vous n'êtes pas des surhumains, vous avez juste un plus beau suit que moi. Ouais. Puis après ça, qu'est-ce que tu as fait quand tu t'es sorti de ça? Ben c'est ça, quand je suis partie de là, je suis allée faire ma maîtrise en environnement à Oxford. Là, j'ai fait tout le bout de l'humour. Attends un peu, c'est comment étudier à Oxford? C'est comme dans ma tête, c'est souvent comme si t'es comme la meilleure au monde, la meilleure université au monde. C'est comme dans ma tête, c'est comme étudier comme à Harry Potter, là, tu sais, c'est vraiment ça la vision que j'ai. Oui. Mais c'est comment? Faut vraiment, tu sais, faut être bolé là, pour aller là, on s'entend? Oui, mais en toute transparence, comme... Il n'y a pas de surhumain non plus là-bas. Il n'y a pas de surhumain non plus là-bas, puis c'est beaucoup dans le bac, là, le premier cycle, que c'est super tough pour les Anglais de compétitionner pour rentrer. Ouais. La maîtrise pour les étrangers, c'est comme leur façon de faire de l'argent. Ah! Fait que c'est difficile de rentrer, mais c'est pas aussi difficile que ce qu'ils montrent dans les films. OK. Mais honnêtement, je pense que ça a été l'année la plus agréable de ma vie. Là, ah ouais? Ben oui, tu vis, c'est magnifique comme endroit. Il y a du monde de partout, ils sont tous intelligents, ils sont tous fins, ils ont toutes des idées. Tu soupes à la cafétéria avec quelqu'un qui t'explique qu'il est en train d'inventer un ordinateur quantique. Ça n'arrive pas tous les jours. J'avoue que c'est des conversations... Je comprenais rien, mais t'es comme impressionné. Wow! Ouais, t'as l'impression que tu peux changer le monde, que t'es entouré des bonnes personnes, puis que l'univers des possibles s'ouvre à toi. OK, fait que t'as fait ta maîtrise ensuite, t'as fait ta thèse, t'as essayé l'humour. Oui. C'était un succès. Fait qu'après, qu'est-ce que t'as fait? J'ai un peu je pense que j'ai eu ma crise d'adolescence en fin de vingtaine, finalement, moi. Okay. Fait que c'était le moment d'exploration, là. Fait que j'ai exploré, d'essayer de faire c'est ça, comme j'étais avocate puis que j'étais nouvellement obsédée par essayer de régler la crise des changements climatiques, j'ai regardé les solutions un peu juridiques puis tout ça. Fait que je voulais faire un documentaire drôle sur les conséquences légales et financières des investissements dans les sables bitumineux pour les fonds de pension et ainsi de suite. Okay. Mais c'était quand même assez drabe et complexe là, comme sujet. Puis rendre ça drôle, c'était pas évident. Non. Fait que ça non plus, ça n'a pas vraiment fonctionné. Tu l'as pas fait finalement? Tu l'as pas complété? J'ai pas complété. Il y a des petites vidéos humiliantes de moi en ligne quelque part et un bon ami à moi a fait un montage de moi qui essaye de faire un documentaire puis qui est pas capable. Ça, c'est très drôle pour les autres. Moi, quand je le regarde, ça fait mal. Mais tu faisais ça de toi-même, de ta poche, tu partais avec une caméra. OK, c'était gonzo, là, un peu ton truc. Là. Oui. Puis c'était un peu parti justement de l'idée, à chaque fois que j'ai fait quelque chose qui était un petit peu impressionnant dans ma vie, avant de le faire, j'étais toujours « je serais pas capable ». Puis finalement, tu regardes en arrière, tu dis « je l'ai fait ». Fait que je suis partie avec l'idée « je serais pas capable ». Mais à chaque fois que tu te dis ça, t'es capable pareil. Finalement, je n'étais pas capable. Non, mais tu sais, il y a des limites absolues pour vrai. Là, ouais. C'est quand même complexe, là, faire un documentaire, mais tu étais peut-être entouré un petit peu plus, peut-être que tu aurais pu y arriver. On peut pas se donner non plus comme... Moi, tu sais, j'étais un petit peu trop ambitieuse. Là. Je suis comme, ça va être le documentaire qui va expliquer comment on va sauver le monde. Tu sais, ouais. Mais ça, en même temps, je comprends cette volonté-là. Faut avoir un goût vraiment de changer les choses, puis de penser que t'as vraiment les capacités de changer les choses pour t'aventurer là-dedans. Il n'y a pas personne qui commence un truc en se disant comme « Non, ça va être correct. Là, mais moi, le faire pareil. » C'est bon là, de se dire que ça va être extraordinaire. Mais c'est sûr que tu vas être déçu pendant le parcours. Oui, très. Mais la leçon que tu dis, c'est celle que j'ai appris pour vrai, puis que j'étais meilleure à mettre en œuvre après. Là, mais
on peut rien faire tout seul. Là. Je veux dire, nos problèmes sont collectifs, on va les régler de manière collective, partir dans son petit coin en disant « je vais trouver une solution magique », puis tout le monde va être convaincu. En même temps, si t'avais fini ton documentaire, peut-être que t'aurais changé le monde, on le saura jamais, là. Ouais, en fait, peut-être c'est... Je pense que tu devrais garder ça en tête, là, tu sais, ça peut te réconforter. Ce documentaire-là aurait probablement changé le monde, mais c'est juste qu'il n'a pas été complété. Ben, j'essaye de le mettre en œuvre comme... un peu les leçons que je voulais communiquer, j'essaye de les mettre en œuvre dans ma vie, dans le sens que après ça, j'ai écrit un article publié dans un journal juridique sur les recours potentiels sur les changements climatiques contre l'industrie, contre les gouvernements, puis c'est en train de se passer. Fait que... Ouais. Fait que la réalité rattrape la fiction que j'ai pas été capable de faire, mais voilà. Mais t'étais impliqué, est-ce que je rêve ou t'as été impliqué dans la cause les Belugas, TransCanada, Projet Énergie Est, T'étais impliqué de quelle manière? Les Belugas, là, c'est la toute premier recours qu'on a fait contre le projet Énergie Est. On en a fait 4-5 en tout. OK. Puis c'était... je venais tout juste, en fait, à ce moment-là, j'étais sur le conseil d'administration du CQDE. Puis Michel Bélanger, qui est un avocat très impliqué en environnement depuis très longtemps, me disait, tu sais, je veux faire des causes, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Puis moi, je venais juste de revenir au Québec. Puis moi, j'étais comme, moi, je peux t'aider si tu veux. Et puis, c'est à partir de là qu'on a fait la cause de la Rainette, Faugrillon, de l'Ouest à la Prairie, là, pour en reparler. Puis les Belugas, je pense qu'on était en train de se rencontrer pour parler de la grenouille, puis là, on avait des nouvelles de « Hey, ils font des tests sismiques dans le Saint-Laurent maintenant, qu'est-ce qui se passe? » Puis tout ça, puis... À partir de là, on a commencé à faire des recherches, puis on a appris que ça s'apprêtait à faire une autre série de tests pour lesquels il n'y avait pas de permis, finalement. Mm-hmm. Puis c'est là sur un long shot, on est allé devant les tribunaux en disant il faut respecter la loi québécoise. C'est pas parce que TransCanada dit nous, on est de compétence fédérale que tu peux éviter de respecter les lois du Québec. Puis on a été chanceux parce que la veille d'arriver à l'audition pour l'injonction, le gouvernement du Québec a dit on est d'accord avec vous, puis on va exiger les permis, puis tout ça. Fait qu'on est comme yes! Comme pas. Ça devrait aller de soi, non? On est d'accord avec vous, finalement, qu'il faudrait respecter nos lois. C'est quand même absurde, quand même. Moi, c'est ça qui me surprend. Puis c'est particulièrement un problème en environnement. Là, à l'école, on apprend les lois qui sont écrites, puis on s'attend à ce que tout le monde respecte ça, puis tout ça, alors que dans la vraie vie, le respect des lois n'est pas... C'est pour les petites gens. Oui, puis ça dépend, parce que les compagnies très responsables qui peuvent se payer des avocats très chers, ça veut souvent dire qu'ils font les choses vraiment dans les règles, tu sais. La plupart du temps, c'est ça que ça veut dire. Mais entre les deux, tu sais, les gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de se payer un avocat, puis tout ça, eux, Tu penses que TransCanada n'a pas les moyens de... Non, TransCanada, honnêtement, je n'arriverai jamais à m'expliquer comment ils ont pris plusieurs de leurs décisions. C'était peu connaître les Québécois, ça a l'air d'être un peu n'importe quoi, en fait. Oui, je trouvais qu'il y avait une attitude vraiment de cow-boy, très cavalière, de « tassez-vous ». On fait ce qu'on veut. Là. Mais c'était quoi, finalement? C'était comme cet endroit-là? C'était le nid des Belugas, cet endroit-là, c'est ça? Si les Belugas feraient un nid, oui, c'est là qu'ils le feraient. Ah, OK. Mais comme c'est pas des oiseaux, ils font pas de nid. Mais c'est ça, c'est la pouponnière des Belugas. C'est l'endroit où les mères Belugas amènent leur bébé après la naissance pour leur apprendre à chasser, puis tout ça, parce que c'est tranquille, puis c'est la bonne topographie sous-marine, puis tout ça. Puis dans le fond, c'est exactement là qu'ils voulaient faire un port d'exportation de pétrole des sables bitumineux. Et puis, ils s'en allaient faire les tests pour voir s'ils pouvaient faire un port en plein dans la période où les mères sont là avec leur bébé. C'est une espèce qui est maintenant en voie d'extinction, sont protégées par certaines lois spécifiques. Et puis, c'est dans le temps de l'ère Harper au fédéral, donc les scientifiques n'avaient pas nécessairement un droit de parole très développé. C'était pas populaire être scientifique dans ce temps-là. Bon, ça l'est pas tant plus aujourd'hui, là, en même temps. Fait que c'est quelque chose qui était comme important dans la cause qu'on a faite, parce que, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que pour la première série de tests qu'ils ont fait en avril, ils avaient consulté les experts en mammifères marins qui avaient dit « OK, tu peux faire ces tests-là, mais pas après le mois d'avril, parce que là, les femelles arrivent avec leurs enfants. » Et puis là, ils faisaient une deuxième série de tests qui était supposée d'aller de genre mai à juin sans arrêt, tu sais. Puis à ce moment-là, ils avaient l'autorisation qu'ils ont eue du gouvernement fédéral. C'est un biologiste généraliste qui dit en gros, si vous respectez telle norme, on pense pas que la loi, tu sais, que les protections de la loi sont activées, fait que vous n'avez pas besoin de permis.
Okay. C'est une façon de faire très louche du gouvernement fédéral. OK. Mais je veux dire, c'est quoi? C'est-tu qui ont... Cette compagnie-là ont quelqu'un à l'intérieur? Ou comment ça, comment ça se passe comme ça? C'est un peu louche, hein, effectivement. Ben, il devait y avoir... on peut juste imaginer, ça, on les a pas vus, fait que la spéculation, mais des directives à l'interne qui disent on donne pas, on va pas consulter les experts en fer marin, parce qu'ils vont te dire non. Ouais, c'est ça. Ils voulaient pas recevoir un non. Ils vont dire non, tu vas scraper un beluga si tu fais ça. Fait que, on veut pas le savoir, on ferme les yeux. Ouais. Et même quand le gouvernement du Québec, plus tard dans la cause, s'est fait finalement, TransCanada dit c'est beau, on va respecter les lois du Québec, on va demander un permis. Mais là, le gouvernement devait savoir s'il donne le permis ou pas. Fait que eux, ils n'en ont pas d'experts en beluga. Fait qu'ils appelaient le fédéral. Allô, on peut-tu parler à vos experts? Et encore là, le fédéral empêchait le Québec de parler à leurs experts. Fait que, ah ouais? Ouais. Fuck. C'était la noirceur, là. Fait que c'était un peu n'importe quoi. Mais je me rappelle, à l'époque, ça avait pas nécessairement été extrêmement populaire dans l'opinion publique. Bon, l'opinion publique, c'est très large, là, mais ça avait passé pour, les espèces d'écolos granos, puis tout ça, qui veulent sauver les belugas, puis c'est plus important de faire de l'argent, puis le pétrole, on en a besoin, puis tout ça. Est-ce que tu le sentais ou tu te coupais de ça complètement? Tu t'en foutais? Ben, en fait, j'ai l'impression que c'est pire maintenant que dans ce temps-là. Là. Ouais. J'ai quand même cette impression-là aussi, mais bon. Dans ce temps-là, moi, non, ce que je me rappelle le plus, parce que, tu sais, bon, moi, je veux pas, je me tiens avec beaucoup d'écologistes. Ouais, qui eux autres disent pas ça. C'est ça. Pour eux, c'était enfin, on gagne quelque chose, parce qu'en écologie, on est tout le temps en train de perdre, là. C'est comme une carrière très déprimante de déclin, là, jusqu'à récemment. Là, il y a des choses qui bougent, fait que c'est le fun. Fait que c'était comme une victoire qui a redonné énormément d'espoir, puis de goût de s'engager à plein de monde. Fait que ça, c'était une bonne nouvelle. Puis je me souviens que je pense qu'il y avait un journaliste assez connu qui avait dit que c'était une claque magistrale dans la face du ministre. Ah ouais. Et donc... Une petite claque, c'est le fun, à donner de temps en temps. Ben, quand c'est toi qui t'habitues des manger, c'est le fun de leur donner une fois de temps en temps. Tanné de tendre l'autre joue. Mais c'est sûr que, tu sais, on a c'est l'enjeu au cœur même de notre affaire. Là. Si on est juste obsédé à accumuler des richesses, puis tout ça... quitte à tuer toute la richesse vivante autour de nous, mais c'est ça le problème de notre époque. Là. Fait que on est direct dans le sujet. Au moins, on n'est pas hors sujet. Ouais. Mais il y a eu une autre cause que j'ai vue au Congo. T'es impliqué pour le droit des forêts, je pense. Ouais. Ça, c'est un autre... C'est comme... Comment tu t'es ramassé là? Ben, c'était un poste qui était ouvert parce qu'en gros... c'est toute la mouvance des certifications, tu sais. Par rapport à la forêt, je pense qu'on a eu des débats ici aussi avec Résolu et Greenpeace et la certification, là. J'irai pas trop loin, je veux pas me faire poursuivre en diffamation, parce qu'ils font ça souvent. Mais en gros, il y a toute l'idée d'avoir des pratiques forestières qui sont respectueuses des populations qui vivent dans la forêt, qui sont respectueuses des espèces en péril qui vivent dans les forêts, puis tout ça. Et l'Europe, dans le fond, avait parti une approche de signer des traités avec plusieurs pays qui exportent du bois, comme quoi ils allaient prendre seulement le bois qui vient de pays qui se sont engagés à respecter certaines normes, puis à réformer leurs droits internes pour donner des droits aux populations locales. OK. Et tout ça, fait que moi, mon travail, c'était de conseiller les populations locales puis les organismes environnementaux dans ces pays-là, le Gabon, les deux Congos, pour réformer pour utiliser le traité avec l'Europe comme un levier pour avoir des réformes plus progressistes dans leur pays. OK. Puis ça, je pense que ça avait le potentiel d'être une job extrêmement intéressante, mais je dois dire, je l'ai perdu après 3 mois parce que... l'ironie du sort, je l'ai perdu le jour de la Saint-Jean-Baptiste parce que j'avais insisté pour que la personne qui travaille dans les pays francophones d'Afrique parle français à un anglais et voilà. OK. Ouais. Je pensais que tu allais dire j'ai perdu journée de la Saint-Jean-Baptiste, j'étais trop hangover finalement. Non, je me suis fait mettre dehors le jour de la Saint-Jean-Baptiste à cause que j'avais insisté pour que ce soit un francophone qui parle aux Africains francophones. Ah ouais? Ouais. Mais ça, c'est quand... T'étais-tu à la pige dans ce temps-là ou c'était quand t'étais... non, c'était quand j'étais en Angleterre. C'était un organisme qui s'appelle Client Earth, qui est un peu un organisme comme le Centre québécois du droit de l'environnement, là, des avocats qui veulent sauver l'environnement. OK.
Puis bon, mais tu parlais que les choses changent ces temps-ci, il y a du positif et je trouve aussi, en fait, dans les derniers mois, c'est la première fois que je me sens un peu plus optimiste, ce qui est vraiment pas dans ma nature, on s'entend. Mais parlons de la poursuite qu'il y a en ce moment envers le gouvernement du Canada par Environnement Jeunesse, c'est ça? Oui. Toi, en fait, je t'ai vu que tu en as parlé dans les médias. Je pense que je t'ai vu à Radio-Canada en parler. T'es pas directement impliqué, je pense, ou t'es... Non, je suis pas direct. Ben, je connais les avocats qui l'ont fait. Ouais. C'est des avocats qui ont fait des causes pro bono avec nous avant, là, fait qu'on... Tout le monde se connaît. Ouais, tu peux m'expliquer un peu ça, parce que c'est quand même... moi, je trouve ça extrêmement révolutionnaire. En même temps, je sais que ça s'est fait un peu partout dans le monde. Je pense qu'il y a ça aux États-Unis aussi, aux Pays-Bas, je pense aussi. Ouais. En quoi ça consiste, en gros? Oui. Veux-tu que je commence en parlant de ça aux États-Unis pour aux Pays-Bas ou on commence avec le Canada? Ah, on commence avec le Canada, puis on parlera à l'extérieur aussi, comment ça se passe. Ben, c'est ça, dans le fond, ce qui a été lancé, puis c'est une première mondiale. Là. Ça n'a pas été fait ailleurs. Au Canada, ça n'a jamais été fait comme ça. Ça n'a jamais été fait comme ça au Canada, puis ça n'a jamais été fait comme ça ailleurs. Nulle part ailleurs. Peut-être même une première universelle. Ouais. OK, fait que c'est une cause importante, là. Ouais. Ouais, faut que ça se gagne. Idéalement, ça se gagne, mais c'est important, je pense, au-delà de la victoire ou de la défaite. Là. Mais en gros, c'est ça. C'est un recours collectif qui a été entrepris avec comme représentant Catherine Gauthier, qui est la directrice de Environnement Jeunesse, qui est une jeune femme ultra impliquée, que je pense qu'elle est allée à toutes les COP des dernières années. Elle est à la COP en ce moment. COP 24 en Pologne, ouais. Donc, extrêmement impliquée dans la cause climatique, avec elle-même une éthique personnelle, sans défaut, zéro déchet, et ainsi de suite. Ah ouais, elle existe, cette personne-là. Elle existe! Oh my God! Oh, oui, quand je vois ses posts Facebook, je suis comme, j'ai encore tellement de travail à faire. Mais bon, elle existe. Et c'est ça, c'est un recours collectif qui a été entrepris où elle représente, dans le fond, la jeune génération, c'est-à-dire tout le monde qui a 35 ans et moins en novembre 2018. OK, je suis encore là-dedans. Moi, j'ai 35. Fait que moi aussi, je suis flush dedans. Ah ouais, on est flush dedans. Yes. Et c'est à peu près 3,5 millions de Québécois qui ont 35 ans et moins, donc on est une gang là-dedans. Ouais. Et c'est un recours qui reproche sur la base à la fois de la Charte québécoise des droits et libertés et la Charte canadienne, qui a eu des violations de par le fait que le Canada n'a jamais adopté des cibles assez ambitieuses pour éviter les changements climatiques et n'a jamais fait les efforts nécessaires pour atteindre ces cibles pas assez ambitieuses. Que tout ce pattern d'inaction-là viole le droit à la vie et la sécurité, nos droits à la vie et la sécurité, et le droit à l'égalité, parce que c'est pas les générations n'ont pas les mêmes risques climatiques, sont pas distribués de manière égale. Ouais. Mais là, je t'arrête, là, Justin Trudeau, il est écologiste, là, il est vert au bout, là. Justin Trudeau, il est pogné, là. Ben, je pense en tout cas, je veux croire qu'il est de bonne foi puis qu'il veut être vert. Je pense aussi que au Québec, on connaît pas l'influence qu'a l'industrie pétrolière dans le reste du Canada. Moi, je m'implique au fédéral, puis c'est intense. J'imagine, mais en même temps, je veux dire, c'est ça aussi... tu sais, je veux dire, quand tu fais des promesses, quand tu t'engages à quelque chose, quand la population te met en poste pour ça, je veux dire, t'as pas le droit après ça de reculer nécessairement là, pour des lobbies. C'est pas les lobbies pétroliers là, qui t'ont mis en... Ben oui, hein, peut-être à quelque part, c'est eux autres qui ont peut-être financé sa campagne. Probablement. Mais ouais, non, je dis n'importe quoi, finalement. Il leur doit tout. Mais ouais. Mais, en tout cas, c'est clair que je suis clairement déçue. Là, l'achat du pipeline, j'en reviens toujours pas. Là. Je suis comme, attends quoi, celui-là, on l'avait pas vu venir. Puis c'est-tu poche, par exemple, être politicien, puis après ça, se faire poser ces questions-là, puis là, il faut que tu fasses semblant que non, tout ça est compatible, on peut atteindre les cibles tout en scrapant tout, ça va être correct, faites-nous confiance. Puis si on les atteint pas, les cibles, ben... Moi, quant à moi, l'approbation de ce pipeline-là aurait dû être attaquée en justice sur la base du climat. J'ai passé proche de vouloir le suggérer à mon CA dans le temps, mais je sais c'est gros comment partir un recours. T'es vraiment warrior quand même. Ouais, puis justement, j'avais des vacances de prévues. Je m'en allais à un mariage d'un ami en Afrique du Sud. J'étais comme, vacances, vraiment besoin. Un autre combat impossible. Vacances, tu sais. Ouais. Mais, non, c'est extrêmement frustrant. D'un autre côté, je sais pas s'il y a un autre
leader qui aurait pu faire mieux. Pour ça, moi, je pense qu'on a des problèmes structurels qui vont bien au-delà de c'est qui la marionnette qu'on élit. Oui, c'est sûr qu'il y a des problèmes démocratiques là, épouvantables. Ouais. Je veux dire, là, il y a un rapport qui est sorti la semaine passée, parce que moi, ce sur quoi je travaille le plus en ce moment, c'est d'essayer de réformer les lois que Harper avait démantelées en 2012. Justement, encore une fois, notre fameux Justin a promis de restaurer les protections et de ramener la confiance publique. Je dois dire, sur l'effort... je cracherai pas dessus entièrement, mais là, on voit qu'il est sur le bord, justement, de faire beaucoup de compromis à l'industrie pétrolière, parce qu'on a appris qu'entre le mois d'avril dernier et le mois de novembre, sur juste un projet de loi, il y a eu, je pense, 189 rencontres entre l'industrie pétrolière et pépinière et le gouvernement canadien. C'est plus qu'une par jour de travail. OK, fait que finalement, ils ont leur petit lit de camp dans le bureau de Justin Trudeau. Ça serait peut-être plus pratique, tu sais, tant qu'à ça. Mais c'est chaque décision passe par eux autres. On peut-tu faire ça? Oui, on peut. OK, on le fait. Puis, tu sais, il y avait eu des documents d'accès à l'information qui étaient sortis, que justement, les changements qui ont été apportés en 2012, c'était comme un peu la liste d'épicerie là, de l'industrie pétrolière qui dit, nous, on veut que vous enleviez ça dans vos lois, puis qu'on puisse faire passer les pipelines le plus vite possible, tu sais. C'est assez incroyable quand même. Puis fait que c'est ça, lui, les cibles qu'on s'est fixées niveau réduction de gaz à effet de serre, c'est impossible. De ce que j'ai compris, c'est impossible de les atteindre. Pas avec un pipeline, en tout cas. C'est impossible si on pense continuer à faire grossir l'industrie des sables bitumineux canadiens puis atteindre des cibles, c'est complètement incompatible. C'est impossible. Là, pour l'instant, là, on s'attend à ce qu'il y ait autant d'émissions de gaz à effet de serre issues des sables bitumineux en 2030 que l'équivalent de toutes les réductions de gaz à effet de serre que l'entièreté des Canadiens devraient faire. Fait qu'en gros, nous, on doit tous se serrer la ceinture pour qu'eux puissent continuer à produire. C'est parce que ça revient tout le temps à ça, c'est ça qui me fait chier, c'est tout le temps comme, ben là, les petites gens, hein, va falloir vraiment faire attention, hein, les sacs à l'épicerie, pis tout ça, pis t'es comme, ok, fine, tu sais, pis on se sent un peu coupable, pis on essaie de faire les affaires, pis là, à un moment donné, tu réalises, ok, non, mais ça sert absolument à rien si c'est pas réglementé ailleurs sur les compagnies qui polluent vraiment beaucoup, tu sais. Puis je pense que c'est ça, je sais pas si on veut aller dans la controverse, mais les gilets jaunes en France, c'est un peu ça, c'est que c'est pas nécessairement contre l'action climatique, mais c'est pas vrai que c'est la classe ouvrière puis les gens qui sont les déjà plus vulnérables en société qui devraient avoir tous les risques et les coûts de cette transition-là. Au contraire, c'est ceux qui ont bénéficié le plus du système qui devraient être ceux qui payent le plus, selon moi, en tout cas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis j'ai comme un problème aussi avec ça, l'espèce de... C'est parce qu'on dirait qu'on essaie de régler le problème de l'environnement au sein de ce système économique-là qui ne fonctionne pas, puis que là, ça devient une espèce de système de taxes, puis comme tu peux t'enrichir avec le verre, finalement, puis je veux dire, on ne pourra pas sortir de tout ça comme ça, là. C'est comme impossible, là. Je pense, en même temps, à chaque fois, je sais, c'est comme ça faudrait tout faire une révolution de tout ce système-là, c'est quand même compliqué, là, puis je pense pas qu'on peut y arriver, en tout cas pas à court terme, là. Mais ouais, on essaie vraiment de régler ce problème-là au sein d'un autre problème, tu sais. C'est comme oui, je dirais que c'est les deux, en tout cas, c'est les deux tensions que moi je sens beaucoup dans mon travail, là. Justement, est-ce qu'on essaie, pour les changements climatiques, est-ce que c'est le coût, tu sais, un prix sur la tonne de carbone? Moi, ça, la taxe carbone. Si elle n'est pas assez haute, ça ne fera pas les changements nécessaires. Mais tu sais, si on faisait juste... Parce que je travaille beaucoup, là, justement, sur les mécanismes d'évaluation environnementale de projets, c'est-à-dire comment on regarde quelque chose avec de l'information avant de dire oui pour avoir des décisions éclairées sur les risques, les impacts, les bénéfices. Si on pouvait juste, d'entrée de jeu, être beaucoup plus transparent sur les vrais coûts environnementaux, tu sais, comme les gaz à effet de serre, c'est invisible, mais il y a un concept qui s'appelle le coût social carbone qui essaie de calculer quel est le dommage que va créer une tonne de gaz à effet de serre émis dans une année donnée, en essayant d'y aller avec les dommages globaux, tu sais. Si, là, à chaque fois, quelqu'un dit « Hey, ça va faire 1 milliard de dollars de retombées économiques », ouais, mais ça va faire 15 milliards de dommages à la planète. Peut-être qu'on irait plus. OK. Ça a plein d'incertitudes, plein de controverses, plein de limites, plein de tout. Mais, fait que, tu sais, d'un côté, est-ce qu'il y a seulement, justement, toute l'idée de l'internalisation des coûts véritables pourrait faire que le système capitaliste peut s'auto-régler lui-même puis corriger le tir? Je sais pas. Ou est-ce que c'est plus... faut complètement remettre en question notre relation avec le reste de la vie sur Terre, puis avec l'argent, puis qu'est-ce qui est plus important, puis...
Mais c'est parce que, moi, en tout cas, pour revenir à taxer, tu sais, comme on parle, je pense qu'en ce moment, on parle beaucoup de taxer, mettons, les vols, tu sais, un voyage, là, comme taxer ça. Mais je veux dire, à un moment donné, si on taxe ça, ça va devenir, tu sais, pas lui, ça va être un luxe, là, le privilège des riches, là, c'est un système de classe encore, c'est comme quelque chose de très malaisant pour moi là-dedans, là. Mais je comprends, en même temps, c'est la solution au sein de ce système-là, mais ça... Tu sais, c'est quand même révoltant, tu sais. Mais oui, mais le problème des vols particulièrement, c'est que c'est pas vraiment réglementé par aucun pays. Il y a presque aucune taxe qui est mise sur le pétrole, sur le carburant d'avion, parce que si un pays met une taxe sur le carburant, ben ils vont arrêter de venir faire des arrêts chez vous, ils vont aller dans le pays d'à côté. Fait qu'en fait, l'aviation est privilégiée et évite des taxes que tous les autres modes de transport ont. Comment ça se fait que c'est moins cher prendre l'avion que prendre le train? Ça n'a aucun bon sens, là. C'est parce que, justement, ils ne paient pas, ils n'internalisent pas les dommages qui causent à l'environnement. C'est pas le coût réel, mettons. Là. C'est ça, exact. Puis ouais, l'avion, j'ai tout plein de crise existentielle par rapport à ça aussi. Ouais, parce que c'est ça, on voyage aussi, puis que des fois on n'a pas le choix, fait que c'est quand même assez, c'est assez complexe comme problème, tu sais. Ben, c'est là, je trouve, où c'est le plus difficile de se dire, ouais, là, carrément, on coupe un plaisir, là. On coupe le plaisir d'aller découvrir le monde ailleurs. Mais, ouais. Ouais, il y a de quoi de contradictoire, comme juste la COP24 là, en Pologne. Tout le monde vole en avion. Oui, moi, j'ai essayé de pas faire de commentaires Facebook là-dessus, mais j'avoue que moi, j'en ai fait une COP, puis j'ai fait, non, ça, c'est un gros party. Ouais. Faites des Skype, aussi. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est un moment qui est bénéfique pour la carrière de tout activiste climatique. Mais c'est ça, mais si t'en vas là pour bénéficier à ta carrière... Ouais. Mais c'est ça, mais j'ai lu à quelque part qu'en Pologne, c'était un des pays les plus polluants, là, tu sais, comme il y a beaucoup de charbon brûlé là-bas, tu sais, c'est vraiment pas un pays, là, qui est niveau environnement, là, clean, là, tu sais, fait que là, tout le monde s'en va. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je connais pas vraiment ça, là, tu sais, les COP, tu sais, je suis vraiment pas... Qu'est-ce que tu penses de ça? Dans le fond, c'est les pays de partout dans le monde qui se rassemblent, qui fixent des objectifs, qui font des engagements, ou c'est juste du blabla, ou c'est... Ben, je suis allée à une, moi, qui était celle qui était très décevante, la Copenhague. Fait que j'en ai une vision peut-être un peu pessimiste, là. Mais en gros, il y a plusieurs organes de travail plutôt techniques sous les accords internationaux qui font avancer le travail au cours de l'année. Puis là, pour les COP, ils se réunissent pour essayer de faire... Là, je pense qu'ils travaillent beaucoup sur le rule book. Fait que c'est toutes les règles de comment on va calculer les réductions puis tout ça, comment on va calculer les échanges internationaux, toutes des affaires super techniques. Okay. Puis là, quand on est chanceux, ben nos hauts dirigeants, les vrais chefs, là, se rendent là-bas puis ont une grosse jasette puis décident de signer un genre de contrat qui est plus ou moins contraignant. Ouais, c'est un contrat qu'on respectera pas. Mais, tu sais, c'est comme le moindre mal, dans le sens que ça n'a pas encore donné les résultats dont on a besoin, puis moi, j'y vais plus parce que je pense que les solutions doivent beaucoup plus venir genre de la base, puis de, tu sais, justement, ce qui se passe au Québec, la mobilisation. Je pense, moi, c'est porteur et riche. Oui, c'est important d'aller s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, mais on peut le faire sur Internet maintenant. Fait que, c'est une grande rencontre. C'est un party vert, un peu. J'ai cette crainte. Ouais, ben je sais pas, mais je connais pas ça, fait que je me suis juste un peu informé, puis de ce que j'ai compris, ben tu sais, en même temps, c'est important, comme tu dis, discuter, s'inspirer, puis ça, mais ouais. En tout cas, on peut pas penser que c'est juste avec ces rencontres-là, une fois par année, qu'on va régler quoi que ce soit, là. Ouais, parce qu'on est rendu à 24, puis on n'a rien réglé. Non, c'est ça, puis on n'a pas des souvenirs super porteurs des 23 premières, à part celle de Paris, qui était comme un haut moment d'espoir quand même, puis... C'est ambitieux, puis c'est pour revenir aux causes qui ont été faites dans les pays nationaux, c'est que souvent ça, à l'international, surtout en environnement ou en social, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de tribunal qui va te forcer à respecter quelque chose. Ouais. On a ça pour l'économie, par exemple. Ouais, c'est ça. On devrait pas avoir ça pour l'environnement, justement. Je veux dire, si tu suis pas tes engagements, ça donne quoi, des engagements, finalement? Ben, c'est ça. Fait qu'on a un peu ça avec l'accord de Paris, parce que l'accord de Paris a quand même, dit clairement qu'il faut limiter le réchauffement à 1,5 à 2 degrés. Mais sinon quoi? On vous parle plus, les pays on fait plus de commerce avec vous? Tu seras plus populaire.
Tu seras plus dans la gang. Exactement. On va parler dans ton dos. Sauf que quand t'es aux États-Unis qui disent « Moi, je veux même pas être dans votre gang », ça casse le comme, party. Ah, shit, le leader, il est parti. Ouais, exact. Il est parti de notre gang, fuck. Sauf que ce que ça fait, puis c'est là que c'est quand même utile, c'est que ça établit quand même un consensus international, politique et scientifique, qui dit c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Après ça, tu arrives au Canada, puis tu dis, ben nous, on a un droit à la vie, puis on a un droit à l'égalité, ben, tu sais, l'argument, c'est de dire, ben, si on veut vivre et être sécure, ben, ça prend nécessairement un climat qui nous permet de vivre et d'être sécure. Et donc, les recours nationaux deviennent une façon peut-être de rendre obligatoire ces ententes internationales-là. C'est ça un peu qui a été fait aux Pays-Bas. Ouais, c'est ça, qui a été gagné, ça. Ouais. Dans le sens, dans le fond, le 4e rapport du groupe intergouvernemental sur l'étude du climat, le GIEC, avait établi dans ce temps-là des cibles pour les pays développés puis des pays pas développés. Et disant ça serait ça qu'on pense serait fair comme partage des obligations de réduction et de ce qui serait nécessaire pour éviter les changements climatiques dangereux. Et c'est ça, la Cour d'appel des Pays-Bas vient de confirmer la première décision qui avait dit, ben effectivement, sur la base des droits humains, sur la base du devoir général de ne pas nuire à autrui, faut que les Pays-Bas respectent cette cible-là. C'est cool ça, mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mettons, le gouvernement de Pays-Bas s'en fout un peu, c'est comme c'est qui va venir taper ses doigts, comment que c'est... Oui, c'est encore là, mais de toute façon, là, ça s'en va à la Cour suprême, fait qu'on n'a pas fini. Ah, ok, là, c'est pas fini, ok, je pensais que c'était gagné, là. Puis c'est ça, après la Cour suprême, quand tu as une décision de la Cour suprême, c'est surtout une autorité morale. Là, à ma connaissance, à part pour certains crimes internationaux, personne ne vient arrêter un dirigeant de pays pour le mettre en prison s'il n'a pas respecté les décisions de la Cour suprême. Mais, tu sais, d'un autre côté, si tu es rendu que tu as des décisions de la Cour suprême qui sont pas respectées par les gouvernements, des gouvernements qui n'agissent pas pour le bien-être véritable de leur population, à quel point est-ce qu'on peut dire que la démocratie marche encore? Là? Ouais, ben ça, c'est quand même fascinant quand tu y penses. C'est la plus grande trahison de l'histoire de l'humanité, à quelque part. Tu sais, je veux dire, le droit à la vie, le droit à un environnement sain, le droit de, tu sais, je veux dire, vous aimez bien ça, l'argent, mais vous voulez pas en profiter de votre argent dans un environnement qui se peut. Je veux dire, c'est là, tu penses juste à ta vie, à toi, là, tu sais, tu penses pas aux générations futures. C'est quand même, c'est criminel, à quelque part. Ben, on est rendu à le voir comme ça, mais j'avais vu, je pense que c'était un TED Talk qui disait que notre moralité évolue toujours avant notre comportement, fait que c'est normal qu'on se regarde puis qu'on se trouve donc ben poche, tu sais. C'est pas mal. Là, on est là, on se trouve poche. On se trouve poche. Mais tu sais, autant je pense qu'il y a des gens de mauvaise foi, là, puis que j'espère que ces gens-là vont avoir la justice servie sur un plateau d'argent pour eux. Je pense que la plupart des gens ne sont pas de mauvaise foi, puis c'est vraiment, on fait face, moi j'appelle les changements climatiques la crise existentielle de l'humanité, parce qu'on n'est pas fait pour être capable de régler ce problème-là. C'est toute notre façon de s'être développée pendant des milliers d'années, c'était pour faire face à des menaces immédiates qui étaient devant toi. C'était le lion, le loup, puis court, tu sais. À long terme. C'est ça, fait qu'on n'est pas fait pour faire des plans super long terme. Ouais, penser à plusieurs générations futures, ça commence à être loin. Ben, il y en a qui étaient mieux équipés que nous, comme le peuple Kanien'kehá:ka, les Mohawks, là, de Kanesatake, et ainsi de suite. Ben, eux, dans leur loi fondamentale, ils ont le principe des 7 générations, c'est-à-dire que tu prends une décision aujourd'hui par rapport au territoire, à l'eau ou n'importe quoi, avec en vue de dire ben quel va être l'impact de cette décision-là sur la 7e génération qui n'est pas encore née. Les Autochtones, on aurait tellement à apprendre quand même, je trouve. Oui, ça c'est une autre belle opportunité de l'ère dans laquelle on est, c'est qu'il y a encore certains peuples qui ont encore des ressources morales, psychologiques, qui peuvent être des nouvelles façons de penser s'ils réussissent à nous coloniser. Là. Ouais. Mais oui, tu sais, penser aux générations futures, c'est vraiment pas notre force. On a vidé les océans, là. Tu vois qu'on catch pas grand-chose là, sur Ben oui, je me rappelle, Mané, j'étais rentrée chez moi, j'avais dit à mon coloc, tu sais, en 2050, il n'y aura plus aucun poisson de pêche commerciale dans l'océan, ça va être fini. Puis sa réaction, c'était de dire, mais vite, faut qu'on aille au marché puis qu'on en mette dans le congélo. Fait que je suis comme, bon... Moi, immédiatement. Ouais. J'ai lu à quelque part, c'était quoi, 80% des océans qu'on a vidés?
Quelque chose de genre, quelque chose d'épouvantable. Là. Oui, puis à chaque fois qu'on a des nouvelles, c'est pire que la dernière fois. Mais ouais, il y a quelque chose de très niaiseux dans l'être humain, comme « Ah, il y en a plein, le plus possible, mets-en partout, puis on va en avoir à l'infini. » C'est comme « Ouais, c'est pas tout le temps renouvelable, tout ça. » Non, puis on s'est fait dire, je veux dire, c'est... Bon, je dis, il n'y a personne de mauvaise foi, mais il y a eu quand même des efforts conscients faits depuis les années 1950 pour tout l'effort de marketing, pour tout ça, pour convaincre les gens que ce sont des unités seules en premier, puis que le bonheur vient de choses et de statuts, puis d'impressionner. On a comme tout fait pour encourager le côté super égoïste de notre humanité, puis tout fait pour un peu éteindre le côté qui sait que le bonheur est collectif. Là. Ouais. Puis des fois aussi, c'est un problème de manque de connaissances, d'ignorance, le tout court. Tu sais, moi, ma blonde vient de la Gaspésie, puis les pêcheurs, comme à l'époque, tu sais, ils faisaient pas attention à ça. Là. C'est comme, allez-y à l'infini, c'est malade, tu sais, il y en a plein. Puis là, à un moment donné, il n'y avait plus rien. Puis ils catchaient pas, eux autres, là. On comprenait pas, mais à un moment donné, ils ont compris, OK, non, faut faire attention, puis il faut faire ça intelligemment. Puis là, maintenant, ils le font, tu sais, mais le mal était un peu fait, là, c'est poche à dire, là. Mais ouais, fait qu'il y a un travail d'éducation à faire là-dessus. On est un peu ignorant sur tous ces enjeux-là. Ouais. Fait que, ben là, concrètement, là, cette poursuite-là, là, si c'est gagné, là, comment ça fonctionne? Ben là, ça va être long. Ouais. En premier, il faut que le recours collectif soit autorisé sous la forme d'un recours collectif là, qui représente 3,5 millions de Québécois. Ça va être la première étape. Mais ça, je t'arrête de 2 secondes. Comment ça fonctionne? Tu sais, je veux dire, ces 3,5 millions de Québécois-là, ils n'ont pas nécessairement donné leur go là-dessus. Tu peux, genre, en leur nom, faire une poursuite... Ouais, OK. De la manière que ça marche, au Québec, c'est différent dans différentes provinces, là, mais au Québec, notre système de recours collectif est quand même très favorable aux demandeurs, parce qu'on le voit comme un outil de justice sociale, justement, dans un monde où les gouvernements puis les compagnies ont énormément de pouvoir et de ressources, qui créent des problèmes diffus dans la société où ce serait difficile qu'un individu ait assez souffre assez spécifiquement d'un problème et ait les ressources nécessaires pour y faire face. C'est rare, alors que le recours collectif, c'est justement le véhicule pour être capable de faire ça, tu sais. Donc, si le recours est approuvé, ben les gens qui ne veulent pas en faire partie auront 60 jours pour s'en retirer. OK. Ouais. Puis je m'attends à ce qu'il y ait des climato-sceptiques qui s'amusent à se sortir de ça. C'est tant mieux. T'sais. Les climato-sceptiques, on peut en parler 2 secondes? C'est quand même... en même temps, je veux pas être trop négatif par rapport à eux. J'imagine qu'il y a du monde là-dedans bien sincère. De ce que j'ai compris de l'argument des climato-sceptiques, c'est comme l'échantillon est trop petit pour qu'on puisse en tirer des conclusions. En même temps, ce qui est probablement... pas faux, là, je veux dire, sur l'histoire comme complète de la planète, on n'a qu'un petit échantillon des variations de température, on n'a pas un... Mais tu sais, en même temps, c'est comme... Moi, je trouve que même si ça n'existe pas le réchauffement climatique, mettons, là, OK? Mettons qu'on est fou, là, ça n'existe pas, mettons. Ça serait quand même nice qu'on fasse attention à notre planète, à notre environnement, aux espèces, aux ressources qui sont pas nécessairement renouvelables. Il n'y a rien de négatif là-dedans, là. Puis avoir un petit peu de décroissance, arrêter de consommer à l'infini, juste pour ton âme, ça va être bon. Oui, puis tu sais, je veux dire, le problème essentiel du changement climatique, c'est de brûler des combustibles fossiles. Brûler des combustibles fossiles, ça fait plein de polluants atmosphériques qui nous pourrissent la vie et notre santé. Là. Ouais. Ben non. Fait que, oui, c'est sûr qu'il y a plein de bénéfices associés à faire la lutte au changement climatique. Les climato-sceptiques, écoute, non, je pense qu'il n'y a plus vraiment d'arguments qui tiennent au niveau de la science. Là. Je veux dire, ils ont tous été debunked un après l'autre. Il y a vraiment c'est pas le soleil. J'avais entendu que c'était le soleil. Toutes les variations de température du soleil. Mais c'est ça qui est... C'est ça qui est difficile, c'est que la science des changements climatiques, c'est probablement l'effort scientifique le plus poussé de l'histoire de l'humanité, tu sais. Fait que ben oui, c'est énorme, ça prend plein de monde, puis c'est d'une complexité inouïe. C'est important de le dire, c'est important de le rappeler aux gens, parce que j'ai l'impression que cette graine-là de climato-sceptique est facile à planter chez les gens. Sont comme mais en même temps, tu sais, les gens connaissent pas ça. Là, moi, je suis pas un scientifique. Il faut que je me fie aux scientifiques. Puis je suis comme, OK, non, j'essaie de comprendre. Mais eux autres, ils se disent, ouais, ben, en tout cas, il y en a un autre, c'est un scientifique lui aussi. Puis il a dit que pas tant. Fait que. Ouais, ben, en gros, c'est mon directeur de thèse qui avait même écrit cet article-là. 98% des scientifiques qui ont une expertise là-dedans sont d'accord que c'est causé par l'humanité.
le 2% qui reste, la plupart sont financés par l'industrie pétrolière. Non! Ouais. Ouf, moi je crois pas ça. Ouais, ça, les complots pis tout ça, là. Ben, ça fait l'objet d'enquêtes du procureur général de New York sur qu'est-ce que ExxonMobil surtout savait. Là, ils ont trouvé des archives. Ils savaient depuis les années 60 que c'était causé par les humains puis que ça s'en venait. Ils ont même pris des mesures pour protéger leurs propres infrastructures des impacts climatiques tout en disant à tout le monde, c'est pas vrai, continuez à acheter nos patentes. Mais fait qu'ils financent des recherches scientifiques pour prouver le contraire, finalement. Exact, ouais. Comme c'était fait par l'industrie du tabac avant. En fait, on peut-tu les poursuivre aussi? Poursuivons tous ces gens. Ben, il y a 9 villes américaines qui poursuivent les plus grands... New York New York, Oakland... je savais pas qu'il y avait plusieurs villes. J'avais vu New York. Wow. 9, ouais. Puis justement, exactement sur cette base-là, vous le saviez, vous avez contribué à ça en le sachant, et nous, on subit les impacts, donc paye ce que ça va coûter pour mes efforts d'adaptation, puis mes murs de mer, puis tout ça. Ah ouais, c'est gros ça quand même. Oui, là. ça c'est un autre, je dirais, les développements là, significatifs. Là, oui, la victoire aux Pays-Bas contre un gouvernement de les forcer d'adopter mais en fait, d'adopter et de rencontrer les cibles de réduction qui sont mandatés par la science et l'équité. Puis l'autre, c'est ce mouvement-là contre les plus grands les émetteurs de gaz à effet de serre directement pour avoir l'argent nécessaire pour s'adapter. Fait que, de ce que je comprends, c'est qu'on est à une ère où on a trouvé que la solution, finalement, c'est un peu le système de justice, les tribunaux. Il y en a de plus en plus quand même, tu sais, je veux dire, puis j'ai l'impression que ça fait des années qu'on essaie de trouver là, comment on peut régler ça, c'est quoi notre levier, c'est quoi notre influence qu'on peut avoir, puis on dirait que c'est la première fois que je sens que, OK, ça, peut-être que c'est une option. C'est clairement une option, c'est pas un silver bullet là, comme non, ils disent. Je comprends, il n'y a jamais régler, rien qui va tout régler, puis il faut pas arrêter d'aller dans la rue pour ça. Mais c'est clair que le climat, puis comment les impacts sont distribués, c'est la plus grande injustice de l'histoire de l'humanité. Fait que si les tribunaux, les cours de justice n'ont rien à dire, je pense que c'est notre système qui n'arrive pas à démontrer sa pertinence, là. Mm-hmm. Fait que je pense que ça fait vraiment partie ça fait partie de la solution, justement, parce qu'on voit que l'exécutif puis le législatif n'agissent pas de manière nécessaire par rapport à ça. C'est clairement un mouvement en émergence, là. Il y a plus que 1000 causes à travers le monde dans 25 pays. Ouais. Le Canada, je pense, est devenu le 25e pays. Donc, ça ne fait que commencer, là. Je veux dire, tant que le plus qu'il va y avoir des... Let's go! Ouais. Puis ça a un impact, tu sais, comme là, ExxonMobil, qui est peut-être probablement la compagnie là, dont on a le plus de documentation pour montrer qu'ils le savaient depuis longtemps, puis qu'ils ont tout fait pour cacher, puis vraiment, tu sais, de manière ignoble. Là, eux, ils ont commencé à dire, je pense qu'ils sont prêts à mettre $1 milliard pour qu'il y ait une taxe internationale sur le carbone. OK. Parce qu'ils étaient complètement contre avant. Ah ouais, mais le contrepoids, c'est de dire, mais immunité de poursuite. Ah, Voilà. Ah, ouais. Évidemment. Ça n'est pas gratuit, ces affaires-là. Exact. Mais ça, le recours collectif, c'est pas d'aujourd'hui. Il y avait eu les compagnies de tabac, je pense que c'est... Ouais, ça... Ben, c'est les mêmes avocats. Ah, OK. Fait qu'on peut leur faire confiance, je pense. Ouais. Ça, si on peut rappeler, c'est pour les compagnies de tabac, c'est un peu la même chose, finalement. Ils avaient payé des scientifiques pour dire que, finalement, c'était pas aussi grave que ça, le tabac, qu'il n'y avait pas de preuves que c'était pas bon pour la santé, je pense que c'était ça. Ouais. Puis aussi des campagnes publiques pour semer le doute dans l'opinion publique. Ouais. Et puis, c'était sorti, là, à un moment donné, je pense qu'il y avait un film là-dessus même, c'est une parajuriste qui avait trouvé ces documents-là chez la compagnie, puis qui, je pense, avait été outrée de ce qui se faisait, fait qu'elle les avait rendus publics, puis c'est à ce moment-là que les recours contre les compagnies de tabac ont commencé à être victorieux. Parce qu'avant, ils gagnaient tout le temps. Puis là, quand ça s'est sorti, le smoking gun, là, la preuve qu'il y a une intention malveillante, c'est souvent là que les choses changent. Elle était à l'intérieur, puis elle a vu ces documents-là, mis ça dans son petit sac. Puis, un sonneur d'alarme. Ah ouais, OK. Puis là, eux autres, j'imagine, la panique, là, ils shreddent tous les documents. Puis c'est ça, dans le fond. Puis pour les compagnies pétrolières, ben là, je dirais des preuves similaires sont sorties aussi. Justement sur qu'est-ce qu'ils savaient, les tentatives de cacher, puis tu sais, c'est terrible, là. Les documents, ils disent carrément, on va avoir été victorieux quand le message qui est circulé dans les médias mainstream, c'est qu'il y a un doute sur la science des changements climatiques. Parce que tant qu'on n'est pas sûr, il n'y aura pas l'action politique musclée pour régler le problème. Fait que
le fait qu'on parle des climato-sceptiques, le fait qu'on dise « Hey, ça se peut que ça n'existe pas », on vienne de les faire gagner. Là. Ah non, mais j'en doute pas du tout. Mais c'est quand même... mais écoute, moi je trouve ça encourageant, c'est quand même assez révolutionnaire qu'on puisse... En tout cas, moi je trouve qu'il y a de l'espoir, je sais pas pour toi, là, je sais pas si... Moi, j'ai beaucoup d'espoir dans le fait que, en tout cas depuis l'été, là, je remarque qu'il y a beaucoup plus de monde qui me contacte moi parce qu'ils veulent s'engager, puis je parle à tous mes autres amis activistes, puis c'est la même chose. On sent que plein de monde sont comme « OK, là j'écoute, là, je suis prête, là, c'est plus la question juste des écolos enragés dans leur coin. » là. On arrête de niaiser là-dessus. C'est ça. Il y a même les gens de la banlieue qui commencent à se mobiliser, tu sais. Je me demandais, par exemple, ça, justement, cette poursuite-là, Environnement Jeunesse, puis ça, c'est financé comment, ça, Environnement Jeunesse? C'est quoi leur financement? Puis je demande ça parce que est-ce qu'on peut leur faire des dons ou whatever? Peux-tu participer à ça? Tu sais, s'il y a des gens qui écoutent ça, puis sont galvanisés, puis qui ont envie de oui, se mettre la main à la pâte. Certain que ça pourrait les aider de faire un don et tout, mais il faut dire que le bureau d'avocats fait le recours pro bono. Donc, ils font... OK, quand même. Ouais. OK, fait que... Mais c'est Environnement Jeunesse, c'est un bureau d'avocats, c'est ça? Non, Environnement Jeunesse, c'est un groupe environnemental qui fait beaucoup de sensibilisation à l'environnement auprès des jeunes dans les écoles et tout ça. Et eux, c'est les clients, dans le fond. Eux qui représentent la jeune génération. Puis le bureau d'avocats, c'est Trudel Johnson L'Espérance qui ont... je pense qu'ils disent que c'est eux qui ont gagné le plus de recours collectifs au Canada. Ah ouais? Ouais. OK. Fait qu'ils sont spécialistes de ça. Fait que c'est encourageant. Puis justement, ils peuvent faire certains recours, mettons justement la fumée secondaire pour les victimes de tabac. C'est eux qui ont mené ce recours-là pendant, je pense, 20 ans. OK. Fait qu'ils connaissent leur affaire. Ils connaissent leur affaire. Puis ils connaissent ces coquins-là. Exactement. Puis avec certains recours, ils peuvent gagner des sommes... relativement importante, ce qui leur permet ensuite de faire des recours où ils ne sont pas rémunérés. Mais mettons qu'ils gagnent, est-ce qu'il y a de l'argent qui s'en va aux gens? Ce 3,5 millions de personnes-là, ils vont-tu recevoir un petit quelque chose symbolique? Ce qui a été demandé, c'est... puis ça aussi, c'est une première. Là, je pense que c'est la première fois qu'on demande des dommages punitifs contre un État pour inaction climatique. Tape ses doigts. Oui, fait qu'ils demandent 100 $ par jeune, par personne, sauf que l'argent va pas être distribué à tout le monde, c'est pour mettre dans un fonds d'action pour les changements climatiques. OK, ben, ce qui est parfait, ce qui est une bonne idée. Oui, c'est ça, tu sais. À moins qu'il y ait peut-être du monde. Je veux mon 100 $! Je veux y aller au McDo avec toute ma famille. Ouais, on parle de poursuites envers le gouvernement, envers les compagnies de tabac. Est-ce que ça serait une solution qui serait envisageable pour plusieurs autres choses? Puis là, je pense, mettons, aux paradis fiscaux, là, tu sais, qui est comme un truc épouvantable, qui est comme... qui retire à la population, je veux dire, des services à quelque part. Là, je veux dire, on se fait avoir là, carrément, tu sais, puis est-ce qu'on pourrait poursuivre le gouvernement pour le fait qu'ils sont pas vraiment actifs là-dessus, tu sais, c'est quelque chose... Je pense à ça, mais je veux dire, genre, at large, là, est-ce que les poursuites, ce genre de poursuites-là, c'est envisageable pour... ça peut être une solution? Ben, je suis sûre qu'un avocat créatif qui aurait plein de temps pour y penser pourrait trouver un levier quelque part. Je dois dire, moi, j'ai pas fait cette réflexion-là, fait que je peux pas trop répondre. Non, mais j'ai pensé à ça, puis je me disais, oh mon Dieu, c'est ça. En fait, ce que je me disais par rapport à cette poursuite-là envers le gouvernement, par rapport à l'environnement, c'est comme, oh mon Dieu, il y a tellement de choses que j'aimerais poursuivre le gouvernement pour, parce que mais c'est ça, en même temps, c'est quand même la preuve que c'est un système démocratique qui ne fonctionne pas, là. La démocratie représentative, là, qui n'ont pas de compte à nous rendre, finalement. Il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans, fait que... Mais en fait, maintenant que j'y réfléchis plus 1 minute, j'ai donc une opinion full informée. Oui, il me semble qu'il y a quelque chose là-dedans dans le... my God, je l'ai même perdu, là. Attends. Un des problèmes qui fait que nos démocraties représentatives fonctionnent moins bien maintenant, c'est que les corporations ont acquis un pouvoir démesuré. En fait, elles ne sont plus vraiment gouvernées par qui que ce soit, puis les plus grandes corporations ont même plus de ressources que plein de pays, tu sais. Oui. Fait qu'elles opèrent d'une manière comme délocalisée. Mm-hmm.
Fait que oui, il y aurait peut-être peut-être des pressions qui pourraient être faites sur les gouvernements pour genre cesser d'accepter qu'une compagnie vende des produits sur le territoire du Canada s'ils ne payent pas nos taxes. Ben, c'est mal parti avec Netflix, là, si j'ai bien compris. Mais poursuite là-dessus aussi, moi je t'en fais, je veux qu'on fasse des poursuites sur tout. Mais tu sais, puis il y a deux visions là-dessus, tu sais, au Centre québécois du droit de l'environnement, la vision c'était vraiment si on prend un recours, c'est pour le gagner, c'est pour faire avancer la jurisprudence, parce que quand tu gagnes quelque chose, tu fais avancer tout le monde d'un pas. Quand tu perds, tout le monde recule. Ouais, fait qu'il faut vraiment que tu sois sûr de ta shot, que ça soit bien monté, là, ouais. Oui. Moi, j'ai une vision qui m'est très personnelle, que oui, je suis d'accord que idéalement, c'est ça qu'on fait. D'un autre côté, on est face à une urgence telle que moi, j'ai bien peur que si on n'arrive pas, si nos systèmes juridiques et démocratiques n'arrivent pas à trouver des solutions à ces problématiques existentielles pour toute l'humanité, rapidement, ben, je veux dire, nos beaux livres de droit, là, on va s'en servir pour le feu de camp, là. Ouais. Fait que d'avoir les parfaites règles dans le livre rendu là... On est rendu au moment où il faut gamble, là. Bon, on est rendu au moment où on va avoir besoin de tout en même temps. C'est pas juste les tribunaux versus l'action, les pressions vers le gouvernement, c'est pas la rue versus... C'est tout. Faut que cette conversation-là devienne la conversation que tout le monde a au souper, de se dire « Hey, souper de Noël, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? » Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Ça devrait être la première question qu'on se pose en famille. Ou qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que moi, je pense que je peux contribuer? Parce que c'est... Mais c'est parce que c'est juste que le problème que j'ai avec souvent quand on revient à l'individuel puis les choix qu'on peut faire, c'est juste qu'on n'est pas totalement... Oui, on est libre dans nos choix, mais c'est juste que les choix qu'on se fait imposer... Tu sais, juste le fait que l'obsolescence programmée, ça existe. Là, puis, mais c'est en France là, que c'est maintenant un peu le droit ou... Je pense que oui. Puis je pense qu'il y a Québec solidaire là, aussi proposé dans sa plateforme. Puis devrait, comme, ça va de soi. Là, je veux dire, d'avoir des lois pour ça. Là, ça va faire. Là, la consommation à l'infini. Puis tout est fait pour qu'on consomme toujours de plus en plus. Il y a toujours la nouvelle affaire. C'est comme... D'avoir des lois là-dessus, ça va être réglementé. Puis je pense pas qu'on s'en sentirait plus lésé là, à pas acheter toujours le nouveau iPhone X.2, tu sais, à un moment donné, ça va... Tu sais, je veux dire, je comprends aussi les gens, là, ils se font dire consommer à tous les jours, fait que si c'est... Oui, t'as le choix de pas le faire, mais crème, il y a une pression là, avec ça. Faut que t'aies une personnalité extrêmement forte pour faire comme, non, moi, c'est non. Tu sais, c'est... Je trouve ça difficile, là, tu sais, comme en tant que citoyen, là, de... Tu sais, en fait, je trouve qu'on met beaucoup de poids sur le citoyen. Oui, puis ce que je voulais dire, c'était pas... trouve ton impact individuel, puis réduis-le. Puis ça, c'était plus... moi, je suis vraiment dans une dynamique, il faut changer le système, pas nécessairement les individus, mais ça va aussi avec un changement individuel de qu'est-ce qui est important pour moi. Si ce qui est important pour toi, c'est juste d'avoir plein de gadgets puis d'impressionner la galerie... Bon, ben ça va être plus difficile de faire les changements, mais peut-être que si t'es déjà rendu à quelque part, tu dis non, moi, ce qui me fait sentir bien, c'est de sentir que les gens autour de moi, je partage avec eux, que eux autres aussi sont heureux, c'est peut-être plus facile, mais non, clairement, c'est le système qu'il faut changer parce qu'il y a des acteurs beaucoup plus puissants que les autres qui déterminent les choix qui vont être disponibles pour tous les autres. On a aussi beaucoup d'exemples, pour revenir à l'environnement, où il y a eu des technologies qui ont été développées il y a très longtemps là, pour réduire notre impact environnemental. Puis, oups, il y a certaines compagnies qui ont acheté les brevets puis qui les ont mis sur une tablette pour s'assurer que ça ne soit jamais exploité. Oui, les voitures électriques, ça a été fait. Là, maintenant, il y a le retour des voitures électriques qui, de ce que j'ai compris, n'est pas nécessairement une super solution. Là. C'est comme toujours découragé de ces affaires-là, parce qu'après ça, il y a des études qui non, finalement, avec les minerais, que c'est l'impact climatique d'aller extraire ces minerais-là, finalement, c'est comme ça s'équivaut à peu près. C'est un peu... ça dépend des pays, là, de ce que j'ai compris. Là. Mettons, au Québec, avoir une voiture électrique, c'est correct, avec notre énergie est verte quand même. Mais mettons que tu es dans un pays où que l'électricité c'est au charbon, là, ça change rien. Là. Mais je pense que vu que le moteur, en tout cas moi ce que j'avais lu, c'est que vu que le moteur électrique est quand même beaucoup plus efficace que le moteur à combustion, tu as quand même un gain. Mais au niveau de l'environnement, c'est vraiment si tu gardes ta voiture électrique vraiment longtemps que là tu as un bilan nettement plus positif qu'une voiture ordinaire, mais ça règle pas le problème de la congestion. Là. Tu vas être encore pogné dans le trafic avec ta voiture électrique. Là. Mais quand je parlais de choix, justement, il y a ça aussi. Tu sais, je veux dire, moi, j'aimerais ça, là, les bons choix pour l'environnement, mais ils sont pas nécessairement disponibles à moi. Tu sais, comme, mettons, je fais de la tournée. Là, okay, j'ai pas le choix, je suis un humoriste, il faut que j'aille en région, puis ça. Fait qu'il faut que je me rende là. C'est comme... Mais j'aimerais bien ça, là, moi, prendre un train là, électrique qui se rend direct à Rouen. Là. Je capoterais, je serais full content. Mais là, j'ai pas le choix. Fait que là, faut que je prenne la voiture. Puis là, je me sens mal. Puis là, on me dit comme, ben là, faut pas prendre, tu sais, voiture pétrole, c'est pas cool. Puis ça, puis comme,
les voitures électriques qui se rendent pas, je peux pas, là, tu sais, ça fonctionne pas, le niveau logistique. C'est comme on est quand même confiné à certains choix qu'on n'a pas le choix de faire finalement, tu sais. Ben, c'est pour ça que c'est super important, la mobilisation citoyenne pour justement reprendre les règnes de comment on développe le territoire. Parce que pour l'instant, de ce que je comprends, en tout cas, Commission Charbonneau et ainsi de suite, comment on décide de faire des routes à quelque part, c'est pas nécessairement pensé avec qu'est-ce qui va être le plus harmonieux, qu'est-ce qui va être le plus facile au niveau de la circulation, qu'est-ce qui va être... Tout ça, c'est plus combien de monde vont nous payer pour faire des sorties d'autoroute pour qu'il y ait des centres d'achat partout, Ouais. Puis j'ai parlé à Tony, puis il va faire un petit... Puis le régime de la façon qu'on encourage les municipalités à ramasser des taxes sur leurs citoyens, ben ça les encourage à toujours vouloir développer des nouveaux terrains marécageux, enlever la place à la nature plutôt qu'aller décontaminer des sols qu'on a déjà décontaminés il y a un 100 ans. Puis, fait qu'il y a plusieurs règles qui doivent changer. Elles risquent de changer seulement quand il y a une pression populaire pour les changer. Ouais. Et donc, continuons. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je reviens aux voitures, tu sais, je veux dire, si on décide tout le monde, on n'achète pas de voiture, il n'y a plus de voiture, puis on met tout cet argent-là dans un pot, puis là, on se fait un beau système de train, là, puis ça serait extraordinaire, puis c'est gratuit pour tout le monde, c'est accessible à tous, je veux dire, ça serait la manière intelligente de se déplacer, mais on a comme tellement intégré ça, cette espèce de principe de liberté, de ma voiture, mes affaires, j'ai le dernier char, les derniers gadgets, puis tout ça. Je pense qu'il va falloir se défaire de ça, là, tu sais, c'est tellement intégré en nous. Ben, et puis pourquoi se l'intégrer tant que ça? Il y en a combien? Je veux dire, quand on fait une pub de char, ils te montrent pas ce que tu vas vraiment faire dans ton char, c'est-à-dire être assis à attendre une lumière ou dans le trafic, ils te la montrent dans nature, machin. J'avoue que ça ferait des bonnes pubs de char, ça. Quelqu'un qui sacre. C'est ça qui va se passer dans ton auto pour vrai. C'est comme ta voiture a full de propulsion, puis ça fait de 0 à 100 en 4 secondes, mais ça n'arrivera jamais que tu vas pouvoir faire ça. Fait que il y a des groupes qui commencent à dire, et moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est une bonne idée, que les publicités de voitures individuelles et surtout de camions individuels devraient être interdites, comme on n'a plus le droit de faire de publicité de tabac. Ouais, j'avoue. C'est dangereux pour nous. Pourquoi on s'encourage à le faire? T'sais? Ouais. Puis mais ça, la pub, c'est quand même insidieux aussi, là, tu sais, comme ça nous encourage tout le temps à consommer. Tout ça. Moi, c'est une idée vraiment, peut-être assurément radicale, mais tu sais, les publicités pour encourager les gens à consommer des trucs qui n'ont pas de besoin, je pense que ça devrait être interdit. Je pense que comme à un moment donné, comme pas interdire la publicité, là, je suis pas radical à ce point-là, mais tu sais, si t'as envie d'annoncer quelque chose que les gens ont besoin puis qu'ils sont pas nécessairement au courant, fine. Mais encourager les gens à acheter du coke, c'est correct, on sait que ça existe, là. Sacrez-nous patience avec ça, là. Arrêtez de coloniser nos esprits, là. On peut-tu juste... Comme, je suis pas contre ça, mais à un moment donné, c'est comme toujours... c'est violent, là. C'est tout le temps. C'est une attaque à notre intégrité cérébrale. Là. Ouais. Puis tu sais, quand je dis comme les gens ont la conception de « Ah, mais avoir son char, c'est la liberté », puis ça, c'est fou pareil. On a intégré le concept de liberté à posséder des affaires. C'est weird pareil, comme psychologiquement. Là, alors qu'il n'y a rien qui rend quelqu'un de moins libre que de posséder plein d'affaires, parce qu'une fois que tu possèdes plein d'affaires, il faut toutes tes payes. Fait que t'es obligé de faire la job que t'aimes pas pour les payer, puis là, t'es pogné là-dedans. C'est ça. Fuck, je suis libre, j'imagine. Je cours en ce moment. C'est moi, je me sens beaucoup plus libre depuis que j'ai vraiment moins de choses et moins d'obligations puis tout ça, puis je suis libre de faire un job que j'aime puis qui me paye pas beaucoup. Yay! Ouais, la belle liberté des contraintes financières. Mais c'est vraiment pas une question pour te piéger, mais c'est plus une question pour balancer des idées là. Mais toi, qu'est-ce que tu fais comme concrètement pour l'environnement? Y a-tu des petits gestes que t'as intégrés ou que t'essaies d'intégrer, que tu te dis comme éventuellement il faudrait que je fasse ça? Ben c'est sûr, moi j'ai pris plus le modèle justement, c'est de dire que c'est pas nécessairement de culpabiliser les individus puis tout ça, surtout quand les choix sont pas disponibles. Fait que moi mon action principale, c'est de me dire je travaille pas dans un grand bureau à faire plein de cash, j'utilise les compétences que j'ai acquises et mon éducation pour essayer d'amener les changements systémiques. Fait que moi je me dis merci pour ça. Puis ce que je peux tu te faire, le dis à toi-même. Oui, merci à moi pour ça. Puis, les gens te le disent-tu? Quand même, il y en a, oui. Ah ouais? Mais j'essaie de pas me culpabiliser trop avec ce que j'arrive pas à faire au niveau individuel, c'est sûr, mais... parce que ben là c'est plus relax, mais tu sais, quand on avait 5 recours contre TransCanada, puis que c'était genre moi, puis des bénévoles, contre une armée d'avocats, je veux dire, t'en travailles une shot, là. Je cuisine pas, moi, quand j'arrive chez nous, là. Ouais. Fait que... Ouais, c'est un don de soi qui est assez spectaculaire. Je mange des repas congelés souvent, tu sais, c'est honteux, mais fait que moi, mes gestes, c'est,
Ma mère m'a récemment redonné une voiture pour que je puisse aller la voir dans le bois. Fait que j'essaie de pas la prendre. Elle habite dans le bois. Ouais. Es-tu hardcore, elle aussi, écolo, coupée du monde? Elle est devenue à la retraite. Ah ouais, OK. Ouais, Par la force des choses, ouais. Non, ben, elle aime beaucoup les oiseaux. Fait que elle est allée les vivre avec. J'essaie de pas prendre la voiture comme quand je suis en ville, j'essaie de prendre les transports en commun puis pas la voiture, quoique je triche. Manger moins de viande, puis manger de la viande biologique quand j'en mange, Ouais. mais j'essaie de... En tout cas, depuis que je suis très jeune, j'ai toujours eu des règles alimentaires. Je mange pas tel animal parce que c'est terrible, les poulets, les conditions de vie. Je mange plus de porc parce qu'ils leur coupent la côte, puis ça me rendait quand même assez malheureuse parce que j'aime beaucoup la viande. Ah ouais. Fait que maintenant, j'essaye d'être pas orthodoxe, mais de faire les efforts que je peux quand je peux. Mais ça reste qu'aller faire l'épicerie, pour moi, c'est une crise existentielle, parce qu'absolument tout là-dedans est en train d'assassiner des orang-outans. Surtout dans les supermarchés, là, c'est comme c'est épouvantable. Là. Il y a de l'huile de palme dans tout. Tout, puis tout est transformé, Ouais. il n'y a rien de vraiment clean là, dans un supermarché, c'est quand même très compliqué. Ouais. Mais c'est ça, c'est que ça revient au choix, là, c'est vraiment difficile, là, je veux dire, mettons t'habites là, en région, là, puis il y a un Super C, puis c'est tout, là. T'es fourré, je veux dire, il y a vraiment une grosse limite, parce que puis t'as pas le choix d'avoir de voiture, parce que c'est en région, puis il faut que tu te déplaces, pour ça. Ouais. Fait que, qu'est-ce que tu peux faire rendu là? Ben, t'es comme, je comprends les gens de se sentir peut-être même détachés, de faire comme, regarde, là, moi, il y a rien que je peux changer, là, que sacrez-moi patience avec vos affaires, tu sais. Ben, ce serait peut-être juste d'écrire des lettres, peut-être. Genre d'écrire des lettres au gouvernement puis au président de compagnie, dire « Je voudrais avoir d'autres choix qui soient disponibles à moi pour pouvoir avoir un impact positif sur le monde dans lequel je vis plutôt que le détruire. » Ouais. Si collectivement, on commence à tout répéter cette affaire-là, maintenant, ça va changer. Là. Je veux dire, on a réussi à faire une révolution tranquille super vite. Là. Ça doit être possible encore, je pense avec que la motivation nécessaire. On dirait que moi, en même temps, à chaque fois que je jase avec mes amis, on dirait que la conclusion, c'est tout le temps comme, bon, on va-tu vivre dans le bois, là, puis on fait pousser nos propres affaires, puis on se coupe du monde, puis on veut plus rien savoir de tout ça, tu sais. Mais c'est comme pas nécessairement la solution, là, comme c'est encore individualiste à quelque part. Mais ouais, je sais. Ben, ça dépend, tu sais, mettons, comme moi, j'ai des amis qui ont acheté justement un terrain de permaculture dans le bois. Ouais? Ben, en fait, non, ils ont acheté un terrain dans le bois et ils l'ont transformé en permaculture. Nice. Puis ils font ça en collectif, ils habitent pas là. Puis souvent, l'été, ils organisent des fins de semaine où ils invitent plein de monde à venir camper avec eux. Puis on fait des ateliers auto-organisés de qui c'est qui a des talents, qui veut aux autres. J'aime ça. C'est comme mon rêve de faire ça éventuellement. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est une façon aussi de... Eux le font et ils se nourrissent de ça. Ah ouais? À 100%? Non, pas à 100%. Moi, c'est quand même assez compliqué. Là, mais disons, quand on va à la terre puis qu'on prépare les repas, c'est comme tu prends les affaires qu'il y a dans le jardin à côté, puis c'est ça qui fait l'essentiel du repas pour les gens qui viennent. Ah ouais. Fait ça donne accès à plein de monde de la ville, justement, à la nature, puis à s'émerveiller devant toutes ces beautés, puis tout ça. OK, eux, ils font des ateliers pour... tu peux aller être hébergé là, puis un peu comprendre le système, ou c'est juste les amis qui peuvent venir? Oui, c'est assez bonne franquette. Je veux dire, c'est plus des amis qui vont camper ensemble, mais qui échangent là-dessus, mais ça existe plus formellement. Il y a des convergences de permaculture qui avaient lieu là, il y a quelques années. Tu peux apprendre à quelle nourriture est comestible en forêt. Il y a des formations là-dessus. Il y a plein de façons d'essayer de reconnecter. Mais c'est certain que, tu sais... la plupart de la bouffe qu'on mange au Canada en ce moment, c'est pas nécessairement ce qui pousse en hiver, hein? Ouais. Que, non, c'est ça. Si il y a des... Puis ça, c'est des impacts climatiques qu'on anticipe déjà. Là. Il va y avoir moins de terres arables. Il y a des preuves qui montrent que les légumes et tout ça vont être moins nutritifs dans une atmosphère où il y a plus de CO2. Ah ouais. Fait qu'on peut s'attendre à avoir des grands bouleversements de nos systèmes de distribution alimentaire où ce sera peut-être plus possible d'avoir des aliments qui nous viennent de l'autre bout du monde. Parce que peut-être à l'autre bout du monde, ils ne seront même plus capables de les faire pousser. Fait que je pense que nécessairement, une partie de la solution pour s'adapter puis devenir plus résilient, c'est d'avoir de la production alimentaire beaucoup plus proche de où est-ce qu'on la mange. Là. Fait que donc, d'aller dans le bois, faire pousser des légumes, c'est une super bonne idée si tu les exportes à Montréal. Ouais, j'avoue. Mais il y a quand même un mouvement de ça en ce moment. Là. Je sens que même les démarrais s'intéressent à la permaculture. Là. Je sais pas si c'est qui est comme un peu ironique là, à quelque part. Là. Oui, c'est surtout que c'est un des plus grands investisseurs dans les sables bitumineux canadiens. Oui. Puis, il était pas dans Lafarge Holcim aussi. Je sais pas si t'avais vu ça. En tout cas, bref.
c'est des coquins, eux autres aussi. J'aime bien les appeler les coquins, mais c'est des coquins. C'est un peu son hobby, là, finalement. Comme, oh, on va faire de la permaculture, c'est cute, les gens aiment ça. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, toi, justement, le branding vert, là? C'est bien à mode en ce moment. Tu sais, le capitalisme vert. Tu sais, je veux dire, Alexandre Taillefer qui est là-dedans, puis tout ça, c'est comme... c'est une manière de récupérer ça pour faire de l'argent, finalement, comme pour avoir bonne conscience en même temps. Mais finalement, est-ce que c'est pour les bonnes raisons ou tu te dis en même temps, peu importe les raisons pourquoi ils font ça, let's go? C'est une grosse ambivalence. Ouais. Des fois, d'un côté, je me dis, ben, pour tout changer, ça prend tout le monde. Fait qu'on peut pas commencer à dire non, toi, tu peux pas participer à la solution, toi, tu peux pas participer à la solution. Maintenant, on va se ramasser avec personne qui va être assez blanc pour en faire partie, tu sais. Puis là, je regrette l'utilisation du mot non, blanc. mais c'est quand même approprié. Je vais pas dire une personne blanche, mais en tout cas, peu importe. Plus dans le plus blanc que blanc, là. Puis c'est sûr que, en anglais, ils appellent ça du greenwashing, là. Ça peut enlever toute crédibilité. Une fois qu'un scandale sort, que c'était pas vrai, que finalement, nanana, ça enlève toute crédibilité à la chose, ce qui peut vraiment être dommageable. D'un autre côté, les êtres humains, psychologiquement, on n'aime pas perdre des choses. Fait que si on a des acquis, on veut pas les perdre. Puis il y a une énorme résistance au changement à cause de tout ça. Fait que, d'un côté, peut-être tant mieux si on a des gens de Elon Musk là, qui partent des voitures électriques, qui font triper les gars qui trippent ces chars. Si c'est ça que ça va prendre pour qu'ils commencent à s'intéresser un peu à ça, c'est peut-être une porte d'entrée. C'est peut-être pas complètement méchant. C'est pas une panacée. Ouais. Mais ça peut peut-être être une porte d'entrée de pas être juste dans le « arrête de prendre ton char, arrête de manger ci, arrête dans ça », mais tu sais, il y a peut-être des innovations vraiment excitantes qui vont rendre notre vie meilleure et plus agréable. Ouais. Ça peut être mais ce qui est un peu toujours, c'est dans la consommation. Hey, on peut consommer la nouvelle affaire verte, c'est donc bien cool. Je vais le poster sur Instagram. Ouais. Ou tu sais, les femmes, tu sais, puis il y a tout le temps des conséquences perverses à nos actions aussi. Tu sais, oui, c'est le fun d'arrêter les sacs de plastique qui vont étouffer la faune marine et tout ça, mais les fameux sacs réutilisables prennent beaucoup plus de ressources à faire. Fait que si t'en as 12 sacs réutilisables, ben c'est ça. Tu sais, finalement, l'impact a été plus grand que les sacs de plastique. Tu sais, fait que... Ouais. Comme je dis, il n'y a pas de solution magique. Ouais, c'est ça. Faut quand même faire attention aux trucs qui sont pour la bonne conscience, qui sont pas... Tu sais, des fois, c'est ça. On se dit comme, bon, ben je fais ça, fait que c'est correct. Là, tu sais, j'ai fait ma petite part, là, la fameuse petite part. C'est comme, ouais, j'ai quand même... faut avoir une réflexion globale. Mais c'est compliqué, tu sais, je comprends aussi en même temps. Toi, parlant de ça, justement, qu'est-ce que t'as pensé du pacte? Il y a eu le pacte... Ben, je l'ai signé. Moi aussi, je l'ai signé. Ben, moi, je pense que c'est positif parce que... Justement, tu sais, faut pas disqualifier certaines personnes de dire ça va prendre tout le monde. Puis les gens qui ont... Tu sais, d'un côté, justement, je me dis, le 1% là, qui a tout plein de ressources puis qui détermine le futur de l'humanité, ben oui, ils ont leur place ils ont leur place, leur rôle à jouer. En fait, c'est eux qui devraient jouer le plus grand rôle, celui de payer pour la transition. D'un autre côté, je peux... Puis tant mieux si ça... En tout cas, moi, j'ai lu le pacte comme « je m'engage à essayer ». Pas un... je suis déjà là. Ouais. Tu sais, fait que, bon, Guy Laliberté est allé dans l'espace. Ouais, c'était pas vert tout comme move. Est-ce qu'il retourne? Est-ce qu'il est prêt à dire j'y retourne pas? Ouais, ben c'est ça l'affaire. Tu sais, j'aimerais ça avoir des... J'aimerais ça qu'il y ait eu des engagements un petit peu plus clairs, plus que, ben, je vais essayer. C'est comme... C'est assez flou, c'est assez... Mais ça, en même temps, moi, je trouve ça correct qu'on en parle en général. C'est juste que j'ai pas... Cette manière de faire là, j'ai l'impression que c'est dépassé un peu là, c'est un peu genre années 90 de faire comme ben les vedettes, on s'est réunis ensemble et on va vous dire que nous ben on va faire notre petite part. Fait que vous maintenant vu que vous nous admirez, faites ça aussi. Je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui est un peu dépassé. Puis moi, tu sais, je veux dire, j'apprécie beaucoup là, les Dominique Champagne puis Anaïs Barbeau-Lavalette, les gens qui ont mis de l'avant ce pacte-là, là, j'encourage ça au bout, mais je sais pas, niveau PR, mettons, j'ai pas eu l'impression que... Je pense que c'est dépassé faire ça un petit peu. Ben, je veux dire, nous, du côté des écolos, on est toujours content quand il y a une vedette qui s'implique parce que justement, ça donne l'attention médiatique. Est-ce que ça donne le bon message et tout ça? Je pense que va falloir le voir. T'sais, moi, si c'est un one... Tu sais, si c'était comme juste un stunt, là, regarde, on l'a signé, c'est beau,
c'est vrai que c'est un peu plate puis ça risque de rien faire. Mais si ça amène plusieurs personnes dans une réflexion de dire, oui, personnel, de dire qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je peux laisser tomber, qu'est-ce que je veux favoriser. Puis en général, je pense puis ça, je vais essayer d'appliquer la leçon à moi, ce que je ne fais pas, mais juste de prendre plus de temps, ben t'es moins pressé pour tout, puis tu peux tout faire mieux. Puis tout ça, mais si ça commence une réflexion qui va continuer pendant le temps où on est en train de mesurer notre impact, je pense que c'est important. Puis c'est surtout important parce que on utilise le nombre pour dire au gouvernement, garde-le nous, il y a un nombre, il y a une masse critique, là, vas-y, go. Ouais. C'est toi qui peux le changer, le système, pour nous. Let's go, Frankie boy. Ouais, on veut. Ouais. Qui est, de ce que je comprends, climato-sceptique, là, de ce que... Je veux dire, il y a eu quelques déclarations un peu... en tout cas, il penche probablement plus de ce bord-là que... C'est quand même... Mais ça, c'est une affaire que je trouve décourageante On est à une ère de crise là, environnementale et les gens ont voté pour la CAQ, genre le seul parti qui en avait rien à foutre. L'environnement, c'est quand même... Puis en même temps, bon, c'est 25% de la population, c'est pas tout le monde. Là, mais c'est quand même... C'est comme à une époque où c'est ça, là, l'enjeu, là, c'est quand même bizarre, tu sais. Mais je pense que c'est pendant la campagne électorale qu'on s'en est rendu compte. Peut-être c'est comme ça a commencé trop tard pour avoir un impact sur cette campagne électorale-là, mais d'après moi, il n'y aura plus une campagne électorale pareille au Québec après. Ouais. Tu penses? Mais j'espère. Ben, c'est parce que là, tu sais, comme il y a eu l'affaire du PAC, mettre un peu de pression sur le gouvernement, puis je sais pas si c'est écouté tant que ça, je sais pas si ça va changer quelque chose. En tout cas, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Je suis pas tellement optimiste sur le gouvernement de la CAQ, là. C'est pas... Ben... disons que moi, j'ai jamais vraiment organisé ma vie en fonction de croire que quelqu'un d'autre au pouvoir allait faire ce qui était nécessaire. Ce qui est une belle manière d'organiser ta vie. C'est très cynique aussi, là. Ouais, mais tu vas être... Mais c'est parce que moi, à chaque fois que genre, c'est que des gens qui sont pleins d'espoir, puis tout ça, envers les gouvernements. Tu sais, moi, écoute, j'en ai connu, là, du monde qui avait espoir en Justin Trudeau, puis tout ça, puis là, ils sont full déçus, puis là, ils en reviennent pas. C'est comme... Regarde, là, je veux dire, je veux pas te dire que je le savais, là, mais c'est pas ça, là, mais c'est comme... Peut-être arrêter, là, cette affaire-là. Tu sais, tout le monde avait espoir en Macron, là, puis c'est comme, hey, c'est sérieux, gang, on peut-tu à un moment donné catcher que non, c'est pas vrai, là, tout ça. C'est pas des vrais engagements. Oui, ben, puis sans vouloir en vouloir à ces individus-là particulièrement, moi je pense que c'est le système, comme on dit, là, il y a des multinationales qui opèrent sans supervision à travers plein de pays, qui font ce qu'ils veulent, puis qui ont des traités internationaux qui disent, et moi ça m'étonnerait pas que ça soit passé, tu veux faire quoi que ce soit pour limiter les sables bitumineux, ben on te poursuit selon un de nos super traités qui dit que t'as pas le droit, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a Mais j'ai l'impression que les gens ont encore cette naïveté-là de penser que le gouvernement en place a à cœur ses citoyens, puis va faire ces gestes-là, puis que c'est dans son mandat, puis qu'il se laissera pas influencer par des voies extérieures corporatives. Tu sais, j'ai l'impression que les gens... Ben, peut-être que de plus en plus ils l'intègrent, là, qu'ils se font avoir, là, puis que c'est pas ça du tout, mais j'ai l'impression encore cette naïveté-là. Là. Ça perdure quand même. Tu sais, c'est juste que le prochain politicien, tu lui mets un autre suit, là, puis tu le mets plus cute un peu, les petits cheveux de même. Puis là, ben lui, je pense que on est à une ère de l'image quand même. Ouais. Puis les gens qui maîtrisent bien l'image peuvent encore s'en sortir très bien. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, on n'en parle pas beaucoup. Puis là, c'est encore plus une dynamique Canada, l'Ouest plutôt, tu sais, mais l'influence de l'industrie pétrolière sur nos politiques, elle est énorme. Ils ont un accès au gouvernement, ils ont des ressources. On est un État pétrolier, puis la plupart des États pétroliers, là, ça se passe pas très bien là, au niveau de la démocratie puis du respect de leurs citoyens la plupart du temps. Là. Je veux pas embarquer dans l'espèce de conspiration, c'est comme j'avais lu quelque part que, tu sais, des fois, les corporations écrivaient carrément les lois, tu sais, comme c'était carrément eux qui les écrivaient, puis que finalement, c'est après ça au gouvernement d'aller passer, mais que c'était pas tant, tu sais, je veux dire, c'était préfait, là, dans un petit emballage, comme voici ce qu'on veut, fait qu'allez-y. Ben, il y a dans certains pays. Aux États-Unis, là, plus, là, ouais. Oui, surtout là, maintenant, je veux dire. Tu sais, le secrétaire d'État, c'était l'ancien CEO d'ExxonMobil, là, tu sais, fait que... Mais rendu là, moi, écoute, être un citoyen rendu là, tu fais comme, bon, ben... C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait rendu là? C'est comme on est acculé au pied du mur, là, on n'a plus de pouvoir. Puis ça, c'est très clair aussi aux États-Unis, là, c'est
c'est fascinant que tu aies 2 choix, là. Non, Déjà, là, c'est weird, là. 2 choix qui se ressemblent beaucoup, en plus. Ouais. Mais il y a certaines initiatives, tu sais, il y a... aux États-Unis, il y a comme toute une... en tout cas, aux États-Unis puis en Angleterre aussi, l'émergence de revenir au pouvoir local puis municipal. Ouais. Fait que là, il y a des municipalités qui disent, nous, on interdit les corporations. Ouais. Fait que, tu sais, qu'il y a... Puis là, ils vont se faire poursuivre par ces corporations-là, puis ça va être long de savoir qui c'est qui va gagner. Évidemment. Mais il y a comme l'idée de, justement, dire, on fait... Des petits villages gaulois, là, tu Ouais, sais, c'est ça, qui de résistent. ramener le pouvoir à notre échelle, à nous, puis on verra bien comment l'État réagira, tu sais. Ouais, fait que c'est peut-être ça la solution finalement, commencer comme plus petit, là, tu sais. Je pense que, je sais pas, c'est à Sainte-Camille, je pense que c'est Alain Deneau qui parlait de ça à Sainte-Camille, c'est comme si on sont organisés comme de manière plus collective, coopérative. Juste, c'est un petit village, là, c'est pas gros, là, mais tu sais, comme tu commences par ça, puis éventuellement, si on est tous... je pense que c'est peut-être la solution... Oui, puis quand quelqu'un voit, il y a une initiative, ils ont fait ça, ils ont réussi à se redonner à eux-mêmes les moyens de faire ce qu'ils veulent, ben ça inspire, puis ça peut passer d'une personne à l'autre. Là, il y a un livre qui a été écrit il n'y a pas longtemps, Demain le Québec, je pense, puis c'est toutes des initiatives écologiques qui ont été prises dans différentes régions, qui inspirent. Lu, ou Non, mais je connais ceux qui l'ont écrit. Ils m'en ont t'as pas besoin. jasé. Demain le Québec, ok, je vais regarder ça. Ouais. Fait que c'est des initiatives qu'on peut appliquer de manière personnelle, individuelle, ou c'est comme plus collectif? Je pense que c'est plus collectif. Ok. Ben, ça commence souvent, tu sais, ils disent, il y a une personne qui a une idée, il y en a 2 qui embarquent aussi, puis là, ça y est un mouvement, là, tu sais. Ok. Toi, est-ce que en général, là, puis là, on parle de manière plus peut-être spirituelle, là, mais c'est comme t'es-tu positive pour la suite? Est-ce que t'es... Bon, tu me disais que t'es quand même de nature cynique, là, mais est-ce que t'as l'impression qu'il y a un mouvement, il y a une vague là, qui s'en va dans la bonne direction? Est-ce que t'as espoir pour le futur? Je demande ça parce que j'ai un fils, là. Fait que j'essaie de... Fait qu'il faut que je te rassure. Ouais, s'il te plaît. Là, j'aurais besoin de ça parce que moi, je suis pas très... la réponse. Ouais. Mais moi, j'en ai pas d'enfant. Fait que ça te dit... t'as le droit d'être cynique encore. Ou c'est une des raisons pourquoi j'en ai pas. Ouais. Ben, je dirais, on est comme dans une époque... où on voit le meilleur de l'humanité se déployer en même temps que le pire, puis on sait pas qui c'est qui va gagner, mais faut célébrer chaque geste qui augmente nos chances à nous et à la vie sur Terre de gagner. Je pense là-dedans... OK, je vais y aller plus... Il y a des années où j'étais très, très déprimée. Là. Les premières années où j'ai vraiment compris l'ampleur de la problématique des changements climatiques, que j'ai essayé de régler tout ça tout seul avec un documentaire. Donc ça, c'était un noir. Tu t'es donné une grosse charge quand même. Exact. Là, ça, j'étais très, très déprimée. Puis quand je suis revenue au Québec, je suis revenue, je pense, en même temps qu'ils ont annoncé le pipeline Énergie Est. Puis, tu sais, en dedans de moi, c'était over my dead body. Il n'y en a pas question. Fait que... T'as mis ta petite peinture de guerre. Exactement. Puis là, je me suis réunie avec d'autres mondes qui voulaient faire la même chose. Et là-dedans, il y a énormément d'espoir. Il y a énormément de fun aussi. C'est ça la solution aussi. Là, comme parler avec des gens qui sont inspirants, qui veulent pousser dans le même sens que toi. Là, mais c'est ça, on est tous atomisés, on est tous de notre bord à être comme « Tabarnak, qu'est-ce qu'on va faire? » Mais se parler... essayer de s'encourager, avoir des solutions, avancer dans la bonne direction. Puis de pas se laisser handicaper. Moi, j'étais tellement écœurée d'entendre « mais vous êtes pas réaliste. » Ouais, mais attends, c'est quoi la réalité, là? Ouais. Toi, si tu regardes la réalité de, genre, les 40 ans Détruire de l'humanité, ta c'est très vie. réaliste. C'est ça, on est en train de le faire. On réalise que ça se fait, si on est capable de le faire. Mais tu sais, qu'est-ce qui informe ta réalité? C'est-tu ton expérience passée ou c'est ce qu'on sait de ce qui s'en vient? Parce que c'est pas pantoute pareil, là. Ouais. Puis, fait que, tu sais, moi, je pense qu'il y a plein de choses qui sont beaucoup plus réalistes qu'on se donne le droit de croire. Quand Kennedy a décidé qu'il allait mettre un homme sur la Lune, ce n'était pas possible, techniquement, de le faire. Mm-hmm. Il s'est donné un but impossible, puis ça a motivé plein de monde à développer la technologie pour que ça le soit. Fait que je pense qu'on peut faire la même affaire. Fait que d'un côté, j'ai plein d'espoir du fait que les gens se mobilisent beaucoup plus, puis depuis cet été surtout, au Québec. En Albertin, ils se mobilisent d'un autre côté, mais qui fait un peu plus peur. Ouais, je déménagerais pas là, mettons. Mais je dirais qu'on a comme pas le choix de... D'être positif.
Mais pas d'être positif, parce qu'être positif, ça peut être désengageant. Dire, il y a quelqu'un qui va trouver une solution. Non, il y a personne qui va trouver. Lève-toi puis participe à la solution, mon grand. Ouais, ben ça, c'est une affaire que je voulais te parler aussi, l'espèce de la fameuse, on a parlé un petit peu là, tu sais, mais la fameuse solution de la technologie. Là. La technologie va tout régler. Il y a du monde qui sont sur le cas. Puis c'est vrai, comme il y a certains trucs, j'avais vu. Je pense en Colombie-Britannique, un dude qui a inventé une espèce de machine qui capte le CO2 puis qui en fait, je pense, du carburant vert, ou je sais pas trop, là. Le petit gars là, qui a inventé le bateau là, qui nettoie les océans. Un autre qui a inventé une machine là, qui prenait les déchets puis qui en faisait un carburant plus vert aussi. Fait que, tu sais, il y a comme des... Il y a des gens qui travaillent à ça, puis on dirait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se disent comme il y a quelqu'un qui va régler ça là. La solution technologique là, ça va se passer. Il y a des gens qui sont là-dessus. Je veux pas faire de changement dans mes habitudes. Ben, puis ça dépend de où part la motivation aussi. T'sais, si c'est juste assurer que la Terre soit habitable pour que des gens privilégiés puissent bien vivre, ben oui, peut-être la technologie va régler le problème, mais si on est mobilisé aussi par la justice sociale, puis mettre fin à la pauvreté, puis qu'il n'y a plus de monde qui crève de faim au Yémen avec les armes qu'on a vendues à l'Arabie Saoudite, ben ça implique plus que de la technologie, ça implique de faire évoluer nos cœurs. Hein? Ouais, oui, mais vraiment. Mais bon, ça c'est un gros projet aussi, encore une fois, mais ça, c'est une affaire qui me fascine quand même. Il me semble que la base de l'humanité, ça devrait être ça, justement. Tu sais, comme on est tous des êtres humains, on devrait tous vouloir le bien de l'autre, on devrait tous vouloir vivre dans une collectivité où on se respecte puis qu'il y a de l'amour qui circule. C'est comme qu'on a complètement dévié de ça, où on essaie de s'élever au-dessus de l'autre pour je sais pas trop quelle raison. Finalement, je sais pas ce que ça t'apporte. De l'insécurité. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça, les milliardaires, quelque part, ont beaucoup d'insécurité, ils ont beaucoup de peur envers l'autre. J'en parlais avec Julia Posca. Je pense qu'être milliardaire, c'est une maladie mentale, quelque part. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir décréter ça. Il va falloir psychologiquement décider comment ça, c'est un problème. Puis c'est parce que c'est quand même un des plus grands problèmes au monde. T'es en train d'exploiter puis d'asservir des gens pour ton insécurité à toi. C'est fucked up quand même. Là. Moi, j'en ai des insécurités, mais personnes qui sont exploitées à cause de ça. Là. À cause de ça. Ouais. Mais ouais, il va falloir changer complètement notre manière de vivre. Puis c'est ça qui est peut-être le débat qui tu sais, que ça a été lancé par le mouvement Occupy, là. Puis, tu sais, l'idée du 99% versus le 1%. Ouais. Je pense qu'il y a du millage à faire avec ça parce qu'effectivement, ce 1%-là, non seulement leur style de vie pollue, mais à un niveau qui n'a rien à voir avec le nôtre, mais aussi, ils sont souvent derrière les décisions qui déterminent comment le système va se développer, puis tout ça. Fait que... Et je pense... Puis là, je sais pas si c'était de la conspiration, vrai, pas vrai, je sais pas. Mais tous les débats, tu sais, comme là, mettons, au Canada, là, on est tout en train de s'ostiner. C'est les pauvres travailleurs de l'industrie pétrolière de l'Alberta qui vont tous perdre leur job si on continue à pas vouloir bâtir de pipeline. Puis là, on met cette population-là en conflit avec la gauche progressiste du plateau de Montréal. Puis là, grosse chicane. Mais on est deux portions du 99% qui sont en train de s'ostiner. Parce que tant qu'on s'ostine ensemble, le 1% s'en sort. Ouais. Puis on pointe pas on pointe pas le ben, il y a un peu aussi ça dans ce système-là, c'est que ben, vous voulez tous des jobs, hein? Ben, c'est nous autres qui peuvent vous en donner. Fait que, ben, entretuez-vous pour ça, là, parce que nous autres, il y en a un nombre limité, puis c'est nous autres qui tirent les ficelles en arrière, tu sais. Puis oui, puis qu'on joue sur la cupidité des gens. Conduire un camion dans les sables bitumineux, je pense que tu pouvais faire 125 000 $ par année, avec pas vraiment d'éducation ou rien, tu sais. Fait que tu peux pas faire ça dans aucun autre secteur, emploi. Mais tu sais, d'un autre côté, est-ce que ça rend heureux? T'sais, la plupart des gens qui travaillent là-dedans, souvent, sont délocalisés. C'est des gens les maritimes qui font l'aller-retour. L'aller-retour en soi est complètement pas vert. Et je pense que la plupart des gens qui habitent à Fort McMurray, ils disent « Moi, c'est pas ici que je veux prendre ma retraite. » Là. Ils veulent pas rester là. Ça crée pas une communauté. Fait que bon, ça fait plein d'argent. Ouais. Ça rend qui heureux, je sais moi, pas. de ce que j'ai... En tout cas,
de ce que j'avais. Je connais des gens là, qui ont fait ça, puis c'était comme. Ça avait l'air triste, là, je te dirais. Là. C'est comme, moi, on fait full de cash, mais là, je suis comme tout seul, puis là, comme des problèmes de drogue, puis finalement, tu sais, l'argent, je la dépense pas mal, puis c'est comme. Ouais, c'est ça, c'est pas une solution, là, tant que ça. On a créé Sodome et Gomorrhe, hein? Dans l'Alberta. Ouais, mais c'est ça, tu sais, ça revient à l'humanité, c'est ça, c'est en contact avec des êtres humains, puis bien vivre, puis, tu sais, bon, là, j'ai l'air de De Catherine Dorion. la licorne avec une tuque. mais ça devrait être ça, quand même, tu sais. Mais, en tout cas, je pense que ces idées-là, peut-être tranquillement, vont s'infiltrer dans le cerveau des gens, mais que ça reste encore extrêmement radical et violent, justement. Là. Tu parles de Catherine Dorion, là, c'est pour ça que ça brasse les choses un peu, mais c'est comme juste la décroissance, là, faire comprendre ça aux gens, c'est parce que tout le système est basé sur la croissance économique infinie, puis leur dire comme, non, juste comme décroître ça implique quand même un espèce de crash économique, là, éventuellement, j'imagine. Je suis pas un spécialiste en économie, mais... il va y avoir un problème à quelque part, en fait, il faudrait revoir ça complètement, tu sais. Oui, puis moi, je suis pas très versée dans l'idée de contrôler toute une économie de marché. Je saurais pas comment on fait ça. Ouais. Mais, tu sais, c'est sûr que ça implique des changements, mais... tu sais, il y a plein des choses qui nous rendent beaucoup de bonheur dans le monde, qui sont des services qui sont, tu sais, dématérialisés. Avoir un massage, aller faire du yoga, de l'ostéopathie, quasiment tous les services corporels, la psychothérapie, tout ça, ça prend aucun matériel. Ouais. Ça supporte une économie, ça supporte des gens qui échangent de l'argent, qui gagnent leur vie, sans nécessairement que ça implique du matériel. Tu sais, c'est plus c'est la quantité de gogos nécessaire. Ouais, c'est ça. Trouver ton utilité dans le monde, c'est quoi, tu sais... C'est quand même produire des cochonneries pas utiles, puis il y a beaucoup de jobs inutiles, puis qui finalement pour ton âme, là, t'es pas en train t'es pas en train de cultiver ta personne, t'es pas en train de grandir comme personne. Les gens ont vraiment... en tout cas, c'est une impression que j'ai, là, tout le monde est sur les antidépresseurs maintenant, tout le monde a l'impression de comme, ben là, je fais ce travail-là, mais je sais pas vraiment pourquoi je fais ça, je sais pas qu'est-ce que ça sert à l'humanité. Je pense pas qu'ils se posent ces questions-là, mais je pense que intrinsèquement, ils voient, le corps, là, c'est comme, ok, moi je fais ça, je remplis les trucs dans le formulaire, puis ça sert pas vraiment à rien, puis en tout cas... mais je suis bien payé, tu sais, c'est quand même cool, puis j'ai 2 chars, puis... Ça paraît pas trop que je suis déprimée, fait que c'est correct. Puis j'ai Netflix, puis j'ai écouté toutes les séries. Je les ai toutes écoutées, moi aussi. Ouais, moi aussi, C'est un petit peu déprimant, mais... Ouais. Ok, mais ouais, J'ai perdu ce que j'allais dire. Non, mais c'est parce que j'essayais de terminer sur une note positive, optimiste. Finalement, c'est moi qui ai ramené ça à du négatif, mais ouais, il faudrait quand même terminer le podcast. Ah non, ok, ben, je vais essayer. Ok, c'est bon, je te c'est laisse. une petite histoire que quelqu'un m'a raconté hier soir, que justement, il y a un projet qui a été fait, je me souviens plus trop où, je pense en Angleterre, qui ont réuni justement des gens qui étaient dépressifs. Ok. Puis... c'était un peu le concept de la ruelle verte. Là. Il y avait une ruelle un peu délabrée où les gens faisaient juste circuler leur chien pour qu'ils fassent pipi caca. Tu sais. Okay. Et ils les ont mis, ils ont dit, ben on va faire... ils ont remis ça en jardin, puis on a fait un jardin communautaire, puis il y a des recherches qui montrent que juste avoir les mains dans la terre, ça enlève la dépression. Qu'est-ce que ouais? Ouais, être avec des... Au Japon, ils prennent des bains d'arbres. Des bains d'arbres? C'est quoi des bains d'arbres? Ben, tu vas en forêt, puis là, tu restes planté au milieu de plein d'arbres. Ouais, mais ça, j'ai lu qu'il y avait une étude, ouais, c'est ça, comme juste une marche en forêt, c'était super bon pour ton cœur, pour ton âme, là, carrément. Là, c'est juste la dépression, tout ça. C'était vraiment, vraiment bon. C'est quelque chose de très simple. Là, Oui, puis ça peut être à super petite échelle. Il disait même juste dans les hôpitaux, les gens qui ont une vue sur des arbres, ils vont récupérer plus vite de leurs opérations. Les enfants qui ont une vue sur un arbre, ils ont des meilleurs résultats scolaires, ils ont un meilleur taux de concentration, puis tout ça. Fait que guérir est assez simple une fois qu'on a diagnostiqué la maladie. T'sais. Ouais. OK, fait que c'est ça la solution. On s'en va tout dans le bois. On part d'un petit village. Puis... Ou on le fait à Montréal, là. Je veux dire, il y a plein d'endroits où il y a de l'asphalte. Il y en a de plus en plus, ça, partout. quand même. Ouais. Juste ça dans ma ruelle. Là. Il y a une ruelle verte maintenant que je pensais jamais que ça allait arriver dans ce coin-ci. Puis ouais, il y a de plus en plus d'initiatives là-dessus. C'est quand même assez encourageant. Fait que, tu sais, le plus que les gens vont interagir un petit peu plus avec la nature, le plus qu'ils vont se sentir connectés, le moins qu'ils vont être déprimés, le plus qu'ils vont y donner de la valeur, vouloir qu'elle grandisse. Puis ça, être connectés avec leur humanité, le fait qu'ils sont connectés avec la nature, puis tout ça, ouais. Ça finit bien, ça, non? Ben, c'est très bon, finalement. C'est vraiment meilleur que la manière que je l'ai fini tantôt. Merci, Karine, c'est très intéressant. Merci de m'avoir invité, j'ai bien aimé ça. Merci, bye-bye. Bye.